Donc la solution que Michael propose à Christian, c'est tout simplement d'écrire une lettre de menace et glisser la lettre dans toutes les boîtes aux lettres de l'immeuble. C'est brillant. Bonjour à tous, vous écoutez ou vous regardez sur YouTube Calmos le podcast. Je suis Hugo Alexandre et je suis accompagné comme d'habitude de mon acolyte David Honora. C'est moi. C'est toi. Je suis là. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une invitée en la personne de Juliana Grignon. Bienvenue Julie. Bonjour, merci. Et pour te présenter brièvement, donc tu es scénariste de métier, mais tu as aussi pas mal d'activités sur Internet. Les amateurs de podcasts ciné te connaissent notamment pour avoir été l'une des voix de 2 heures de perdu. Tout à fait. Et depuis peu, tu as aussi une émission sur Twitch. Oui, avec Arte, en collaboration avec Arte, une émission qui s'appelle Plot Twitch sur la fabrication des séries. Alors nous, on est exclusivement sur les films. Mais ça tombe bien, car j'adore les deux. Le principe de ce podcast, c'est que pendant cet épisode, on va te raconter l'intégralité d'un film. Un film que tu n'as pas vu. Et en l'occurrence, c'est moi qui vais le raconter. On a eu un peu de mal à trouver un film parce que tu as quand même vu beaucoup de choses. Ouais. Mais on a... Il en reste. Il en reste. Et on est tombé d'accord sur un film que je suis ravi de raconter parce que je l'aime beaucoup. The Square, réalisé par Ruben Östlund. Alors d'abord, qu'est-ce que tu sais de ce film, si tu en sais quelque Alors, chose? je sais que ce n'est pas un biopic sur John le Carré. Je sais que c'est un film d'un metteur en scène qui a eu une palme d'or par la suite pour Sans filtre. Il l'a eu aussi eu pour The Square. Ah mais oui, c'est vrai, tout à fait. Il a eu 2 palmes d'or. C'était une double palme d'or. Je sais que c'est un film sur l'art contemporain, il me semble. Ou en tout cas qui se déroule dans l'univers, l'arène de l'art contemporain. Et au-delà de ça, j'imagine que c'est un film qui a pu laisser des gens de côté et qui a pu en emporter certains autres. Donc je suis assez curieuse. Il a divisé, effectivement. Il a divisé. Moi, j'ai vu Sans filtre. Ouais. Donc évidemment, je n'ai pas vu The Square. Et je n'avais pas vu Snow-Thérapie non plus, qu'on m'a raconté pour le boulot. Donc finalement, Aussi. c'était un podcast avant-garde dans le cadre du travail qu'on m'avait fait. Et sur Sans filtre, t'as été plutôt embarqué ou plutôt laissé de côté? J'ai pas trouvé ça inintéressant, mais je fais pas partie des fans hardcore de Sans filtre parce que j'ai eu l'impression que d'avoir déjà vu ce film ailleurs avec les mêmes thématiques, mais moins arty. Je n'ai pas détesté, mais j'ai vraiment pas été en mode « c'est une palme d'or incroyable, c'est génial !» Voilà, donc The Square, en fait, j'avais super envie de le voir et je l'ai laissé de côté parce que c'est un peu le genre de film un peu long où tu n'as pas forcément envie de te caler devant ta télé le soir en disant « voilà, un petit The Square, nickel, on y va ». Donc je l'ai repoussé et puis finalement j'ai cédé. Quand j'ai vu votre liste, je me suis dit est-ce que c'est pas le meilleur moyen de découvrir The Square que vous m'en parliez? Bien sûr que si. Et c'est effectivement un film assez long qui dure 2h30, donc il faut se le caler une après-midi ou un soir. David, faut se le carrer. Faut se le carrer dans son magnétoscope. David, tu as vu The Square, je crois. Ouais, et moi je l'ai vu. Alors, c'est quelle année The Square? 2017. Ouais, je l'ai vu du coup il y a presque 10 ans dans des conditions assez spéciales parce que je l'ai vu à Cannes. Je l'ai vu 2 fois, mais juste à cette époque-là. Et les 2 fois à Cannes, une première fois à la projection presse et une deuxième fois à la cérémonie de clôture où ils avaient fait cette année-là le fait de passer la Palme d'Or après lui avoir remis la Palme d'Or. Donc je l'ai revu. J'ai vu ce film 2 fois à l'époque et je ne l'ai plus jamais revu depuis. D'accord. Donc je suis assez impatient que tu me le racontes. Ok. Et t'en avais pensé quoi? Et moi, alors je me souviens que déjà, oui, effectivement, à l'époque, le film avait pas mal divisé, notamment les critiques dont je suis assez proche. Moi, j'adore. Moi, je suis client depuis Snow-Thérapie de Östlund. Je trouve qu'il y a une parenté dans l'approche de la comédie avec Larry David. Que c'est une manière de mettre en scène des situations qui font vachement s'interroger sur soi. Et sinon, petite anecdote, le soir du coup de la Palme d'Or, après la projection, je m'étais retrouvé, j'ai une photo de moi discutant avec lui. Après, donc c'est quasiment un film de mon pote en fait, je pense qu'on peut le dire. Mais d'ailleurs, il va nous rejoindre là, non? Il va nous rejoindre, il y a un bonus à la fin du podcast. C'est lui qui va venir me le raconter. J'avais préparé une petite surprise, mais bon, voilà, il sera là. Dans son suédois le plus doux. Et alors, c'est marrant parce que je vais vous raconter ce film et il se trouve que Östlund, quand il a fait passer le casting à son acteur principal, il n'a pas donné le scénario à l'acteur, il lui a raconté le film avant qu'il passe le casting. Donc je vais faire exactement comme Östlund. Donc c'est donc possible de raconter. On va faire un remake de The Square ensemble dans lequel je jouerai à la fin. Bon, parfait. Voilà, tu feras le rôle principal. Est-ce que vous êtes prêts à ce que je vous raconte The Square? Let's go. Alors le film démarre sur un mec qui dort sur un divan
un divan un peu design. Le mec, c'est un grand brun assez élégant. Il a dans les 45 ans. C'est l'acteur principal du film, qui a un nom que j'adore. Il s'appelle Claes Bang. Je sais pas si tu vois qui c'est. Est-ce qu'il est sur la jaquette, comme on dit? Il est sur la jaquette. Alors, c'est le grand brun sur la jaquette. Oui, je vois bien. C'est un acteur danois qui n'était pas trop connu à l'époque, mais qui depuis a notamment joué le méchant dans The Northman de Robert Eggers. Il a aussi fait Dracula dans une série de la BBC, je crois. Donc là, il est en train de dormir sur un divan. Il est en costard, chemise blanche, il a une belle montre, il a des chaussettes orange. On sent qu'il a un certain style. Et ça frappe à la porte. On entend la voix d'une jeune femme qui appelle Christian. Donc, Christian se réveille. Et la fille lui dit que la journaliste avec qui il avait rendez-vous est arrivée. Donc, on comprend qu'il est dans son bureau et que c'est probablement son assistante qui interrompt une petite sieste réparatrice. Donc, Christian se lève, il est tout décoiffé, il est un peu dans le coltard. Cut, Christian s'est recoiffé. Il est moins bouffi, du coup. C'est ça. Il a repris sa classe naturelle. Classe et de nouveau classe. Il s'installe sur une chaise pliante, dans une grande pièce toute blanche. Et derrière lui, sur le mur, qui est blanc aussi, il y a un néon où c'est écrit « You have nothing ». La journaliste arrive, elle se présente, elle s'appelle Anne. Elle est jouée par Elisabeth Moss, une actrice qu'on a surtout vue dans des séries, notamment The Handmaid's Tale. Et donc elle s'installe sur une chaise en face de Christian et on voit le contre-champ. Et derrière elle, il y a plusieurs petits tas de cailloux alignés en gris. Ça me plaît déjà. déjà, je suis à l'aise. Il y a des tas de cailloux, c'est bon. Donc on est dans une salle de musée d'art contemporain, clairement. Donc toi, t'aimes bien l'art contemporain, t'es cliente. Pas toujours, ça dépend. T'as une œuvre préférée d'art contemporain? Je vais réfléchir dans cette émission, j'essaierai de vous trouver une... Donc, et on sent que l'intervieweuse est un peu dans ses petits souliers, elle est un peu intimidée par l'endroit. Donc elle pose sa première question, elle dit « Quels sont les grands défis quand on dirige un musée comme celui-ci » Et là, Christian, il fait une longue réponse. Il a l'habitude de répondre à cette question, une réponse assez verbeuse, où il développe l'idée que le nerf de la guerre, c'est malheureusement l'argent. Parce que le musée est en concurrence avec des collectionneurs privés qui ont plein d'argent. Et que malgré ses convictions personnelles, évidemment, il est obligé d'entrer dans cette logique de compétition. Donc voilà, Anne est contente. Elle pose une deuxième question, très différente. Elle lui demande de lui expliquer une phrase sur le site officiel du musée qu'elle n'a pas très bien comprise à propos d'une œuvre. Exposition, non-exposition, conversation autour de la dynamique de l'exposabilité, de la construction du public dans l'esprit du site-non-site de Robert Smithson, du non-site au site, de la non-exposition à l'exposition. Quels enjeux pour l'exposition-non-exposition dans les instants d'affluence des méga-expositions? Je comprends qu'elle pose cette question déjà. C'est-à-dire que moi, dit comme ça, pas la réponse. J'ai demandé, t'aurais répondu quoi à la place de Christian? Voilà, premier défi. Premier défi, écoute, à la place de Christian, je pense que vraiment, je me serais lancée dans une deuxième réponse hyper verbeuse sur le nerf de la guerre, qui est l'argent là aussi, dans la non-exposition. Voilà, j'aurais... C'est ça le secret d'une interview, c'est pouvoir aiguiller les réponses sur un truc qui n'a rien à voir avec la question, mais où tu sais répondre. Non, Christian, il essaie quand même de répondre, mais il est un peu embêté par la question parce que il a compris évidemment le truc. Enfin, c'est pas lui qui l'a écrit, il demande à revoir le dossier et tout pour être sûr. Mais il cherche le stagiaire de troisième qui est vraiment passé par là avec ChatGPT. Ah oui, c'est sûrement le ChatGPT. Ouais. Et apparemment, il cherche la bonne manière d'expliquer le truc simplement, et il finit par dire que ça pose la question de ce que c'est qu'une œuvre d'art. Et il dit, par exemple, si je prenais votre sac à main, là, que je le mettais au milieu de la pièce, est-ce que ça en ferait une œuvre d'art? Et là, l'intervieweuse, elle le regarde avec des yeux un peu dans le vague, elle comprend pas trop ce qu'il raconte. Mais elle ose pas insister, elle dit ok, d'accord. Bon, vu qu'elle n'est pas en train de passer son bac philo, genre elle a peut-être pas envie de se lancer dans la réponse à cette question. Et ça clôture l'interview, c'était une interview de 2 questions. Donc peut-être, une interview un peu, un peu légère, néanmoins, parce que venir pour 2 questions, ça fait quand même... Faut justifier ton salaire, on appelle ça, les interviews de 5 minutes, là, c'est un junket. C'est ça. Surtout qu'elle est américaine, donc elle est étrangère. Y a un truc c'est vrai. Mais elle va rester quelques jours sur place. Elle va pouvoir étendre un petit peu sa documentation. Donc, fin de l'interview, cut, on est dans la cour du musée. Et des ouvriers sont en train de déboulonner une statue d'un officier sur un cheval. C'est une statue visiblement assez ancienne. Ils essaient de la déplacer avec une grue, mais ils galèrent un peu, c'est très très lourd. Ils font une fausse manip et la statue tombe sur le sol et se casse carrément en 2. La tuile. La statue perd sa tête. Voilà. Et un peu plus tard, la statue est remplacée par une nouvelle œuvre qui va être directement incrustée au sol. À ton avis,
Julie, ça va être quoi cette œuvre? Il y a un indice sur la pochette. Un énorme carré. Ça va être un énorme carré. Vide. De pavé. Vide. Ouais. Alors c'est Avec un cadre doré. c'est un carré lumineux Ah. de 4 mètres sur 4, donc dans la cour du musée. Et devant ce carré, les ouvriers placent une plaque en métal où il est écrit en suédois, puisque ça se passe en Suède. Die Square. Je ne parle pas du tout suédois, je suis désolée pour Alors cette vanne. je vais pas la faire en suédois, je fais la traduction française. Le carré est un sanctuaire de confiance et de bienveillance. Oula. À l'intérieur de ses frontières, nous partageons tous les mêmes droits et devoirs. Voilà, c'est le credo du Square. Bienveillance, frontières, droits et devoirs. Exactement. Ok. C'est du chat GPT aussi peut-être. Ok, très bien. Non, mais allons-y. Et donc pendant toute l'installation, on entend dans le film une musique un peu étonnante. C'est un prélude de Bach, c'est le prélude le plus connu de Bach, c'est... Mais c'est chanté... Mais attends, c'était le vrai prélude là que tu nous as lancé. Je l'ai reconnu. Hein. Et justement, il est chanté a cappella, Ah ouais. avec juste un petit violoncelle derrière. Donc il y a un côté à la fois solennel de la musique baroque, et à la fois il y a le côté toujours un peu marrant du truc chanté a cappella. Et un tout petit peu malaisant aussi, je dirais. Enfin, il y a un truc... Ouais, c'est un truc un peu particulier. Et la personne qui chante, c'est Bobby McFerrin. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah bah tiens, Ah, moi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai pas. C'est qui? Son morceau le plus connu, c'est Don't Worry, Be Happy, qui est une chanson a cappella aussi. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont fait venir Bobby. Parce que Don't Worry Be Happy, à mon avis, dans cette espèce d'ambiance oslundesque. Mais McFerrin, il est connu pour faire des spectacles entiers où il chante tout seul a cappella. Okay. Et sur YouTube, tu peux voir des vidéos de lui où il chante devant des stades entiers, tout seul avec juste sa voix. Et donc, si je parle de Bobby, c'est qu'on va retrouver ses chansons à plein de moments dans le film. Okay. Et c'est, à mon sens, un choix assez représentatif du ton du film, parce qu'il y a le côté un peu insolite du chant comme ça a cappella, qui est même voire grotesque et malaisant. Mm-hmm. Et en même temps, c'est vraiment la musique dans ce qu'il y a de plus pur, c'est la connexion directe à l'être humain. Et c'est un peu comme ça dans le film. Ça, c'est tu l'écrirais sur le site de ton musée d'art contemporain, par exemple. J'avoue que là... Film, non-film. Donc c'est un film qui embrasse l'humanité dans tout ce qu'elle est et qui est en connexion directe avec ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire la voix. Et il y a aussi un aspect, enfin, tu avais peut-être prévu d'en parler un peu après, mais c'est une œuvre que Östlund avait fait dans un musée avant le film. Donc en fait, il est génial. Il a déjà son plan de com. Tout son cinéma il est multicarte. Et autour il a de vraiment fait naufrage d'ailleurs aussi sur son yacht avec des gens très très riches pour préparer son filtre. Il les a mis en condition. Non, c'est faux évidemment. Et son prochain, c'est il prend l'avion et il y a plus de système de divertissement est en panne. Ça, c'est le pitch de son prochain film. The Entertainment System is c'est down. juste un vol lambda sur une compagnie un peu low cost, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment une idée de riche, tu sais, de se dire... Non mais vous imaginez, si les gens n'avaient plus les films dans l'avion, bah gars, t'as jamais pris une compagnie low cost, ça arrive tout le temps en fait. Après, peut-être que les personnages en question, c'est les mêmes que dans Sans filtre. Peut-être. On verra, ce sera la surprise. Ouais. J'ai hâte. Une 3e Palme d'Or, jamais 203. Ce serait le premier à avoir une Palme d'Or d'ailleurs. Ça n'est jamais arrivé. 3 Palmes d'Or. Ouais, 3. Ouais. Et donc, on voit les différentes étapes de l'installation du carré devant le musée sur cette chanson de McFerrin qui s'appelle Ave Maria. Et quand la chanson se termine, on voit le titre du film, The Square, réalisé par Ruben Östlund. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Allons-y. Cut. On est sur une place, en Suède, donc. Et on suit Christian, qui déambule avec un téléphone dans la main. Et qu'est-ce qu'il fait, évidemment? Il est en train de checker des trucs sur son téléphone. Et là, on entend un cri au loin. Oh. Quelqu'un appelle nettement au secours. Ah. Christian, il se redresse un peu. Il n'est pas sûr d'avoir entendu. Il revient sur son téléphone. Sachant qu'il y a plein de gens sur la place. Il y a plein de gens sur la place. Ouais, c'est une place bondée de monde. Et personne ne réagit? Il y a des gens qui se redressent un peu, mais il y a eu juste un cri, donc bon. Et c'est un peu le comment ça s'appelle le syndrome du témoin. Il y a un concept psychologique qui fait que justement, tu vois, par exemple, quand quelqu'un appelle au secours sur une place avec plein de monde, le fait qu'il y ait plein de monde tout le monde se check avant d'aller va réduire la secours, réaction. Tu vois, alors que s'il y avait qu'une seule personne, tu vas plus avoir tendance à réagir. Alors que là, tout le monde va dire bon, c'est quelqu'un d'autre va y aller. Je sais plus. Je connais ça dans les harcèlements dans le métro aussi. Ça fait pareil. Une échelle plus proche. On va être complètement là-dedans parce que le cri se répète.
La personne appelle vraiment au secours, très fort. Donc là, Christian, il se redresse vraiment, il veut savoir ce qui se passe. Et quelques secondes plus tard, il y a une fille qui débarque en courant et qui saute sur un autre passant dans la rue, pas très loin de Christian, mais un autre gars, et qui lui dit « Aidez-moi, il va me tuer ». Oula. Et on entend un mec qui crie au loin, qui potentiellement va pas tarder à débarquer. Et là, le passant prend un témoin Christian en lui disant « Aide-moi à m'interposer ». À ton avis, que va faire Christian ? Il n'a pas été beaucoup caractérisé jusqu'à maintenant, mais peut-être que... En connaissant le pitch de Snow Therapy, je dirais que Christian ne va pas faire grand-chose. Je ne le verrai pas s'interposer. Alors David, tu te souviens de ce qu'il fait ? Oui, il s'interpose. Il se prend un coup de motive, il me semble. Il remballe son téléphone. Il s'interpose, il rentre son téléphone dans sa poche. On ne sait jamais pour pas le casser. Voilà. Parce que il vient à la hauteur de la fille, de l'autre passant, il se met devant. Ok. Voilà. Et comme prévu, il y a un gros mec baraqué qui court vers eux en hurlant. Là, Christian et l'autre mec... Il gagne des puntos pour moi, Christian. Ouais, donc, c'est bien. Ça va fluctuer pendant tout l'épisode, je pense. Bon, là, on est en positif pour l'instant. Je vous dirai si à chaque fois on repasse sous une barre négative. Et donc, les deux mecs s'interposent. Et étonnamment, ça calme le forcené. Mais ça, oui. Il dit « Non, mais en fait, j'ai rien contre vous. » Et il finit par partir. Et il leur souhaite même bonne journée. Ok. Et entre-temps, la fille a eu le temps de s'enfuir dans la direction opposée. Génial. Donc, super. J'espère qu'elle allait porter plainte. Mais voyons, très bien. Je te raconte la fin de la scène qui va peut-être aiguiller ta réponse. Donc là, les deux mecs, ils comprennent rien à ce qui vient de se passer. Ça a été très, très rapide. Mais ils sont trop fiers d'eux. Ils se font un check. Ils s'auto-congratulent. Évidemment. Ils sont super contents. Ils vont pouvoir parler de ça pendant 15 ans maintenant. Exactement. Et Christian, il dit au mec, trop bonne idée de m'avoir demandé directement de l'aide, de m'avoir vraiment pointé du doigt. Parce qu'effectivement, là, la responsabilité était vraiment la sienne. Quoi. Mais en réalité, c'est ce qu'on conseille aussi quand il y a des quand tu es témoin d'agression et que tu es plusieurs. Il ne faut pas y aller seul. Il vaut mieux prendre quelqu'un à partie à côté de toi pour demander de l'aide et y aller à plusieurs plutôt que y aller solo. Il faut prononcer, faut pointer quelqu'un. Ouais. Et donc voilà, ils se congratulent, puis ils se disent au revoir. Donc l'autre passant s'en va, Christian il reprend ses esprits. Il reprend son tel, parce que et voilà, il veut reprendre son tel, mais problème, son téléphone a disparu. Évidemment. Donc tout ça était une mise en scène pour lui voler son téléphone. C'était déjà arrivé de te faire piquer un truc de manière un peu créative comme ça de manière créative. Oh là là, mais je voulais pas en parler ici, mais si, je me suis fait voler mon ordinateur il y a 2 ans. Alors, il y avait plein de choses dans ce truc. C'est que normalement, je fais super gaffe à mes affaires. Mais genre, vraiment, je suis même la personne qui te dit « Attention avec ton ordinateur ou attention avec ton téléphone ». Et évidemment, c'est le jour où, en fait, t'es un peu plus léger ou je sais pas. Donc, je déjeunais avec un copain avant d'aller bosser. Et j'avais mon sac sur la hanse de mon fauteuil au resto. Mais on n'était pas du tout dans un lieu de passage ni rien. Et j'avais aussi un petit chien guide parce que je suis bénévole à l'école des chiens guides. Et donc, du coup, je pense que j'étais très portée. Focus sur le chien, si tout allait bien, etc. Et à un moment, il y a la table à côté qui s'est levée, ça a fait un peu de bruit. Il y a un mec qui s'est installé derrière nous, qui a dit à la serveuse qu'il attendait sa femme pour déjeuner. Sauf qu'en fait, je l'ai découvert sur les vidéosurveillances après du bar. Le mec, il attendait pas du tout sa femme. Il avait un sac genre Basic Fit de sport. Et il a juste pris mon ordi, il l'a mis dans son sac au moment où il y avait énormément de bruit, etc. Et en fait, la serveuse est revenue avec les couverts pour dresser la table devant lui. Il fait « Ah, finalement, ma femme vient pas ». Et il s'est barré avec mon ordi. et vraiment, genre, l'ordi neuf, évidemment. Est-ce que l'ordi était géolocalisable ? Il l'était et d'un coup, il l'était plus. Donc, soi-disant, c'était possible de le localiser et en fait... Tu vas pouvoir t'intéresser à la suite du film. Ah ouais. Bon non, mais je suis très curieuse. Mais alors, du coup, là, je me sens très connectée de manière traumatique à ce qui est en train de se passer pour Christian. Donc, Christian, il est toujours en puntos positif pour moi. Ok. Voilà. Christian, il s'est bel et bien fait voler son téléphone. Et cut, on revient au musée. On a quelques images du musée, on retrouve la pièce avec les tas de cailloux, on retrouve d'autres pièces. Puis on arrive dans une salle de réunion dans le musée. Là, il y a 2 filles, des jeunes, la trentaine, qui visiblement bossent pour le musée. Et en face d'elles, il y a 2 mecs, assez jeunes aussi, qui ont tous les 2 une doudoune sans manches, avec une veste par-dessus. À ton avis, quel est leur métier ? Je sais pas, ils sont start-upers, communicants. C'est des communicants, bien joué. On sent la scénariste. Et donc, l'une des 2 filles est en train de montrer aux 2 mecs des documents qui expliquent le concept du carré.
Donc apparemment, il va y avoir toute une exposition autour de ce carré. Il n'y a pas que cette œuvre, mais il y a plein de choses autour. Et elles sont en train d'expliquer ce qui est prévu en termes de communication autour de l'exposition à venir. Et en gros, c'est basiquement des panneaux publicitaires avec des pubs. Des carrés. Ouais, avec des carrés. Et les mecs sont pas trop convaincus. Ils trouvent que c'est trop général, ça va pas sortir du lot. Pour eux, il faut créer la controverse pour faire parler de l'exposition. Ils veulent réfléchir à un angle pour avoir une communication un peu plus offensive. Ok. Et là, on voit que dans la salle de réunion, un peu en retrait, il y a aussi Christian. Et il y a un autre gars qui est visiblement le chef des deux marketeurs. Lui, il est plus âgé, il a les cheveux blancs, il a une barbe blanche, il est assez élégant, il est bien sapé. Et accessoirement, il a un bébé dans les bras. Donc, Ok. c'est jamais expliqué dans le film. Mais, Ok. J'avais oublié ça. Et Christian, il n'est pas trop convaincu par ça. Il dit que l'essence du projet, justement, c'est la simplicité. Donc, il n'a pas envie de dénaturer le projet pour la com. Là, il y a Continue à marquer des puntos, hein, Christian, pour l'instant. Non, mais Christian, il est sympa. J'entends. Et il y a sa collègue qui dit Ah, et pourquoi on ne ferait pas un Ice Bucket Challenge? Elle commence à expliquer le concept du Ice Bucket Challenge. Là c'est marqué 2017, là. On sent qu'on est... Mais c'était déjà un peu old à ce moment-là. Ok. Donc, elle est à côté de la plaque et personne n'ose trop lui dire. Mais il y a le chef des marketeurs qui dit qu'effectivement, c'est un truc dans ce genre-là qu'il faudrait, mais plus en phase avec les codes de l'époque. Et il dit que ses deux collègues, ils sont à fond dans ce monde-là, ils sont branchés, c'est des jeunes. Donc, ils vont faire une proposition plus moderne. Et donc, tout le monde tombe d'accord là-dessus. Donc, une proposition offensive. Tu as une idée de stratégie de com pour... Non, hélas, je suis scénariste et non communicante. Toi, t'aurais fait quoi, David, comme... Moi, je me rappelle de ce qu'ils proposent dans le film, mais c'est vrai, t'as toujours la question, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, de ce credo comme quoi il n'y a pas de mauvais buzz. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'aurais peut-être tenté un truc sur le mystère. Enfin, je sais que je sais plus qui avait fait ça, avait mis des espèces de monolithes noirs un peu à la 2001 Odyssée de l'espace, un peu partout dans le monde, sans expliquer qui l'avait fait. Ou quoi. Moi, j'avoue que c'est les trucs de marketing qui peut-être de communication qui marchent le mieux sur moi, c'est quand il y a du mystère et que ça invoque mon imaginaire sur autre chose. Eh bien, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont décider. Alors, ce sera plus tard. Pour l'instant, on est après la réunion, on est dans le bureau de Christian. Et là, il est avec plusieurs collègues, dont les deux filles qu'on vient de voir, et ils sont en train de parler de la mésaventure du matin avec le téléphone. Et à cette occasion, on apprend qu'il s'est non seulement fait voler son portable, mais aussi son portefeuille et ses boutons de manchette. Ah, tout ça en même temps. Putain, mais c'est des magiciens, quoi. C'est des bons pickpockets. Trop fort, ouais. Ou alors, il est sous substance, le Christian, depuis ce matin. Genre, non, il a l'air assez alerte, Ah ouais. pourtant, mais... Donc lui, il est assis devant son ordinateur et ses collègues, ils sont tous debout derrière lui et ils regardent l'ordi, ils sont captivés par ce qu'ils sont en train de voir. Et évidemment, ils sont en train de regarder la géolocalisation du téléphone de Christian. Ils suivent le point qui est en train de bouger dans la ville. Donc on sait où se trouve son portable. Enfin, en tout cas, il le sait. Et donc ils sont en train de regarder ça. Et là, il y a une femme qui arrive qui apparemment est la big boss parce que les gens se barrent tous à ce moment-là. Et elle dit à Christian que c'est l'heure. Donc visiblement, il a un truc à faire. Donc Christian, il demande à un de ses employés s'il peut surveiller son portable pendant qu'il fait son truc. Et l'employé, il s'appelle Michael. Donc Michael s'exécute, il se fout devant l'ordi. Il y a beaucoup de gens qui sont payés quand même à rien foutre dans ce film. Hein, mais entre poser 2 questions et une interview et genre regarder le téléphone de ton boss bouger avec la géoloc. Ouais, c'est un jeune, c'est peut-être le nerf de la guerre, c'est l'argent dans son musée, mais peut-être qu'il faut le gérer autrement à un moment. Parce que, Donc on retrouve Christian qui a une sorte de cocktail dans le hall du musée avec plein de gens. Et il prend la parole pour expliquer le principe du carré et de l'exposition qui va l'accompagner. Donc on est avant le lancement de l'exposition et c'est des gens, des happy few potentiellement. Les VIP, comme on les appelle. Les VIP, voilà, les VIP. Et donc il explique que le carré, c'est un peu comme un passage piéton. C'est une sorte de contrat. Quand quelqu'un est sur un passage piéton, les conducteurs s'engagent à faire attention à lui. Le carré, c'est pareil, mais le concept du carré, c'est basé sur l'entraide. Quand on entre dans le carré, les gens qui passent par là doivent vous aider, que ce soit quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a besoin de parler, il dit quelqu'un qui veut apprendre à nager. Voilà, il donne plein d'exemples. D'accord. Donc voilà, c'est ça le carré, c'est le concept de l'expo. Ok. Donc est-ce que n'importe qui peut rentrer dans le carré si on a besoin d'aide? C'est ça. Si moi, par exemple, j'ai besoin d'aide pour qu'on retrouve mon ordinateur, je peux rentrer dans le carré et demander de l'aide, genre aidez-moi à retrouver mon ordinateur. Dans la cour du musée, tu vas dans le carré et les gens autour doivent... D'accord. Voilà. Pour l'instant, je vois pas où est le souci.
Voilà. Mais clairement, mon petit doigt me dit qu'à un moment, ça va peut-être vriller, mais... En tout cas, c'est l'œuvre qui donne son titre au film. Et donc, je précise que dans le film, au-delà de cette œuvre, il y a pas mal de moments où on voit des carrés dans le plan. C'est assez bien goupillé. C'est une mise en scène assez géométrique. Mais je ne vais pas tous les décrire parce que ce n'est pas forcément des éléments clés de l'intrigue et le film dure 2h30. C'est plus des éléments de décor ou de mise en scène. En revanche, il existe plein de films dans lesquels on voit des carrés. Oh. Et ça m'a donné l'idée d'un petit jeu. Ah, Le jeu des carrés alors. dans le jeu les des films. carrés. Donc, je vais vous décrire des objets de forme carrée. Et je vous demande de me dire dans quel film on a pu voir cet objet carré. Est-ce que Incroyable. c'est clair pour Allez, vous? bah Je ouais. suis pas sûr de bien voir où on Bah, va aller, mais, voir, hein, mais je pense on que va ça va essayer. très vite. Des carrés, il y en a plein, non? Bah oui, Ouais. on va essayer de trouver. Donc, on commence avec le premier carré. C'est un carré qui se mange. C'est un aliment qui aurait une très mauvaise note sur Yuka parce qu'il y a plein de produits chimiques dedans. D'ailleurs, en vrai, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ça fait environ 4 cm sur 4. Et en fait, c'est de la bouffe du futur parce que c'est dans un film Le Soleil Soleil vert, ouais. Soleil vert. Ouais. Bonne réponse. En On fait, sait un peu ce qu'il y a dedans à un moment, non? En fait, Oui, il y a, bon, il y a à la fin, plus- ça- il y a ça plusieurs carrés de plusieurs couleurs et on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les différents carrés. Et il y a le soleil vert qui est particulièrement mystérieux. On enchaîne avec un carré d'environ 4 mètres sur 4, comme The Square d'ailleurs. Et la particularité de ce carré, c'est qu'il est lui-même constitué de plein de petits carrés d'environ 30 cm sur 30. Et chacun de ces petits carrés est lumineux. Il y en a qui s'allument en rouge, il y en a d'autres en bleu, en vert, en jaune. Et c'est un carré au sol aussi. Et il y a des gens qui dansent dessus. Saturday Night. Ah oui. Saturday Night Fever. Voilà. Friday. non, J'aime bien attends. que tu aies trouvé les Saturday- dimensions des carrés lumineux de J'ai fait Saturday Night un Fever. peu au... j'ai pas cherché. Ah oui, d'accord. J'ai fait le samedi J'ai soir. fait au jugé. La fièvre du samedi soir, bien joué. Ouais. On enchaîne avec un carré un petit peu particulier parce que techniquement, il n'est pas vraiment dans le film, mais le personnage principal a une interaction avec ce carré. Ah. Je peux même dire que le personnage transforme ce carré en un rectangle. C'est dans un film francophone. Oui, Mommy. C'est Mommy, ouais, de Ah. Xavier Dolan. C'est le format carré du Ouais. film. J'ai compris. On enchaîne avec un carré d'environ 150 cm sur 150. C'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même bien Ok. carré. C'est pas, 150 cm, pas Ouais. 150 cm. c'est pas homologué de toute façon tes mesures. C'est toi qui as Non. fait un petit peu au dos de la cuillère, quoi. Pourquoi tu nous dis 150 cm? Ça fait 1,50 m. 1,50 m sur 1,50 m. Ce carré a une valeur inestimable. Et à cause d'un quiproquo, le héros du film va se retrouver en présence de ce carré. Et comme il est très maladroit, il va même finir par le dégrader en éternuant dessus. Ah, c'est la mère de Windsor, c'est Mr. Bean. C'est Mister Bean. La mère de Windsor. La J'adore mère ce de Whistler, ouais. Un Incroyable. tableau de maître. On enchaîne avec le carré suivant. Alors ce carré, au départ c'est un carré, mais dans le film il a été complètement remodelé et maintenant il ressemble plus du tout à un carré. Oh. Maintenant c'est une forme en 3 dimensions qui évoque plutôt une sorte de licorne. Et ce carré qui est en papier un peu argenté, c'est un origami en fait. Et Ah, ça- c'est Blade Runner. Ouais, c'est Blade Runner. Ah, ok. Alors pareil, je sais pas si c'était vraiment un carré au départ, on voit pas le mec faire son origami. Bah, si, Dans le pour film, les, et normalement, là- pour les origamis, c'est quand même mieux d'avoir un Oui, je crois papier que aux c'est dimensions la carrées. règle, ouais. Ouais. On enchaîne avec un autre carré d'environ 2 mètres sur 2. Voilà. C'est 200 200 centimètres. Hein. 200 cm sur 200, pardon. Non, je veux juste qu'on soit sûr. Ouais. 2000 mm sur 2000 aussi. En bois. Et sur ce carré, il y a des néons qui forment 2 mots. Et ce carré, il va être repéré par l'héroïne du film. Et malheureusement, ça va causer sa perte. Parce qu'à ce moment-là, elle est en voiture, il pleut, c'est la nuit. Et elle aperçoit ce carré en bois au loin. Et notamment, il y a le mot motel en néon. C'est Psychose. Ouais. C'est ça, psychose. Bates Motel, c'est sur un carré. D'accord. Peut-être un rectangle, je sais pas. Mais... Attends, Bon, mais j'ai l'impression que de toute façon, C'est un entre jeu les un peu- centimètres, les millimètres, les En fait, carrés, les c'est rectangles. vrai qu'il n'y a pas tant de carrés parfaits Ouais. dans les films. Donc, Oui. Non, le prochain, c'est vraiment un carré. Ah, Et j'ai les dimensions exactes en centimètres. C'est 31,5 cm sur 31,5 cm. Ok. Et dans ce carré, il y a un rond, ouais, D'ailleurs. c'est une pochette de vinyle. peut-être. Ouais. Ah. Moi, je connais Et- très bien ces mesures. Je maîtrise Ah, l'outil. bien. Ouais. Et ben, les héros du film en question, ils ont plusieurs de ces carrés. Est-ce que c'est Shaun of the Dead?
Ouais, Ouais. bien joué. Bien. La fameuse scène où il balance des vinyles contre les zombies. Bien joué. J'avais un petit compte Instagram où je répertoriais, toi je te l'avais donné, où je Ouais. répertoriais tous les vinyles dans les films à une époque avec des Ouais, tu captures peux d'écran. donner d'ailleurs l'adresse de ce compte. Oui, qui n'a que très peu de followers, qui s'appelle Play It Nice. Mais It oui, Nice. Tout à fait. On le mettra en visuel. pour Avec nos plaisir, amis, vraiment, ça sera la hype de ce compte YouTube. qui n'a plus d'activité depuis à peu près 3 ans, je pense. Donc, non, mais c'est surtout, je vais le dire, c'est surtout inspiré d'un projet de quelqu'un d'autre qui a son compte qui est toujours actif et qui est génial avec les téléphones, pour le coup, qui s'appelle Thanks for Calling. Et celui-là, vous pouvez le suivre parce qu'il est super actif et c'est pas moi, et c'est mieux. Et c'est vraiment très très cool. Et les références sont vraiment très 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 variées. Donc, thanks for calling. On mettra plutôt celui-là, peut-être, en référence. On mettra les deux. Dernier carré. On est dans le dernier carré, donc en demi-finale. Exactement, on est dans le dernier carré de ce jeu des carrés. C'est un vrai carré parfait d'environ 5 mètres sur 5 à vue de nez. Et en face de ce carré, il y a un autre carré. Et entre ces deux carrés, il y a des gens qui sont un peu paumés. Des cubes. Ouais, c'est cube. Oui. Bien joué. J'y avais pensé tout à l'heure avec cube. Quand est-ce qu'on aura le cube? Avec 6 carrés. Bon, après ce merveilleux jeu, on va pouvoir retourner au film. Je fais un petit rappel de où on en est. Donc, Christian est le directeur d'un musée d'art contemporain qui organise une exposition autour d'une œuvre qui s'appelle Le Carré. Il vient de présenter le concept de l'exposition à venir à un certain nombre de gens, et pendant qu'il fait sa présentation, un de ses employés, qui s'appelle Michael, est en train de surveiller la géolocalisation de son téléphone que Christian s'est fait voler le matin même. Voilà où on en est. Donc, on retrouve un plan sur l'écran de Christian, et en contre-champ, Michael, qui est dans le noir, qui est comme ça en train de surveiller la carte. Et il y a Christian qui arrive et qui ramène à boire et à manger du cocktail de présentation de l'expo dont il sort. Et sur l'écran, le point s'est pas mal déplacé depuis tout à l'heure, mais il s'est immobilisé à un endroit précis, dans un immeuble. Enfin, à l'adresse d'un immeuble, en tout cas. Et Christian veut savoir si c'est précis. Et Michael, il a l'air de savoir, il a l'air plutôt renseigné. Donc c'est un mec assez jeune, il a clairement moins de 30 ans. D'ailleurs, il est habillé en survêt, c'est vraiment un jeune. Et il lui dit, c'est 10 mètres maximum. Donc clairement, le téléphone est dans l'immeuble en question, c'est sûr. Mais ils savent pas... À quel étage? Dans quel appart, ouais. Évidemment. Donc, que faire? Je te pose la question, Julie. Qu'est-ce que Christian peut faire ou qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, tu sais où est ton téléphone, mais tu as un immeuble entier. Toi, tu ferais quoi déjà? Je sais pas, j'irais peut-être faire une espèce d'observation à la sortie de l'immeuble pour essayer de voir si je reconnais pas des visages des gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me le voler. Mais c'est peut-être pas eux parce que peut-être qu'ils ont refilé le téléphone à quelqu'un d'autre. Et sinon, si, alors moi je le ferais pas, mais si je voulais, si j'étais un personnage de fiction qui pouvait faire des choses, peut-être que je déclencherais l'alarme à incendie de l'immeuble et je ferais sortir tout le monde comme ça, ou le téléphone bougerait avec les gens si c'est un bien assez précieux. Pas mal. Putain, c'est fort. Je ferais déplacer les gens, effectivement. Ça c'est malin, et en plus t'as mis vraiment 10 secondes à trouver la solution. Et en fait, dans le film, Michael, il a eu le temps de réfléchir, il propose une solution vraiment pas ouf. La solution que Michael propose à Christian, c'est tout simplement d'écrire une lettre de menace. en écrivant en gros, à la personne qui m'a volé, rends-moi mes affaires sinon je te pète la gueule, et glisser la lettre dans toutes les boîtes aux lettres de l'immeuble. C'est brillant. Comme ça, il est sûr que le coupable... va la recevoir. Ah oui, sauf si justement le téléphone a été transféré de personne en personne et que la personne qui l'a récupéré au moment présent n'est pas la personne qui l'a volé. C'est sûr. Et d'ailleurs, Christian, il est pas très chaud. Il dit, il a pas du tout envie d'aller glisser des lettres de menace à des gens dans un immeuble. Et Michael, il dit, t'inquiète, je les mettrai moi-même dans la boîte aux lettres. Si tu il a l'air très investi, Michael. Je sais pas pour combien il est payé, lui aussi, mais enfin. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on voit de Christian depuis le début, c'est quand même, il a une conscience éveillée. Où il est quand même, il y a un côté un petit peu bontin, où en fait il veut pas faire des trucs qui vont contre la morale. Mais en même temps, il est à la frontière parce qu'il est quand même un peu à cran. Ok. Mais c'est ça, il a une morale et tout est sur le. Pour l'instant, il a rien fait de. Pour l'instant, il est en positif. Hein. Punto positif. Du coup, Michael insiste à mort et Christian il dit non, mais j'ai pas envie de menacer des gens. Oui. Et Michael lui répond par un argument massue, il dit « Arrête de faire ton suédois. » Ok. Il faut pas laisser faire ça, franchement, voilà, c'est inadmissible. Donc Michael insiste à mort et il finit par convaincre Christian, il dit « Bon, allez, ok. »
Et donc, il passe des heures à écrire une lettre. Donc, Christian, il dicte la lettre à Michael qui tape sur l'ordi. Il essaie de rester un peu poli, de vraiment tourner le truc de manière que les gens qui reçoivent le truc et qui ne sont pas coupables ne soient pas offensés. Et il y a le retour de Bobby McFerrin qui chante a cappella derrière. Donc, la scène est assez marrante. Et d'ailleurs, il y a plusieurs moments où ils font plein de versions. Ils s'amusent avec la police des caractères. Ils mettent du comique et tout. On sent qu'il y a une bonne ambiance entre les deux. Enfin, que Christian, c'est plutôt un boss sympa. Voilà. Et donc, ils arrivent à la dernière version de la lettre où ils écrivent, ils donnent rendez-vous aux voleurs au 7-Eleven de la gare. Donc, 7-Eleven, c'est le relais de la Scandinavie. Enfin, même pas qu'en Scandinavie. Ouais, 7-Eleven, c'est partout. Ouais. Donc, ils impriment 50 versions de cette lettre et ils partent pour aller toutes les poster dans l'immeuble. Cut, on est dans la voiture de Christian. Il a évidemment une superbe Tesla qu'on voit rouler. Non, mais le gars, il aurait pu se racheter un téléphone minute 2, quoi. Enfin, pardon. Déjà, à l'époque, il avait une Tesla, ça, il a une Tesla qui roule dans un long tunnel. Qui d'ailleurs n'avait pas la même connotation à l'époque. C'est-à-dire que je pense que le film sortirait aujourd'hui, il n'aurait pas une Tesla. Bah, c'était écolo à l'époque d'avoir une Tesla. C'était ça. Ouais. Et Michael, il a envie de mettre de la musique. Et donc, il regarde un peu les disques de Christian. Il n'y a plus Bobby McFerrin derrière lui. Il n'y a pas Bobby McFerrin. Et là, il est trop content parce qu'il voit que Michael, il a l'album Cross de Justice. Et il lui dit, vas-y, mets ça, piste 5. Et tu te souviens ce que c'est la piste 5 de l'album Cross ? Non, alors en plus, il y a une erreur dans le film. La piste 5, en vrai, c'est Phantom. Mais en fait, le morceau qu'ils mettent, c'est Genesis. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire. Si. Ouais. Et donc, le morceau de Genesis démarre. Donc, c'est très, très épique. Et là, Michael, il se marre parce qu'ils ont mis Justice alors qu'ils sont précisément en expédition pour se faire justice. Il le fait remarquer dans le film ou c'est toi qui... Oui, il le dit. Il dit, on est en train de... Enfin, vraiment, il se monte un peu le bourrichon. Premier degré, quoi. C'est vraiment... Ils sont trop excités avec la musique derrière et Michael, il crie « On est dans la Tesla de la justice ». Waouh. Clairement un truc qui pourrait plus être dit aujourd'hui, mais ok. Donc voilà, t'as Genesis à fond et cut, plus de musique, parce qu'ils sont sur un parking, dans une cité, en bas de l'immeuble en question. Et ça rigole beaucoup moins, parce que Christian et Michael, ils sont pas d'accord sur qui doit aller glisser les lettres dans les boîtes. Michael qui faisait son beau, finalement... Ouais, Christian dit... Il fait un peu son suédois, non ? Ouais, il fait un peu son suédois. Et Christian, il dit, je suis une personnalité publique, je pourrais être reconnu. Et en plus, c'était pas mon idée. Voilà, il perd des puntos, parce que genre égomaniaque. Ouais, les deux se dégonflent clairement. Ouais. Et surtout, il dit, c'est toi qui m'as dit que t'allais mettre les lettres dans les boîtes, quoi. Et Michael, il dit, mais non, j'ai jamais dit ça. On avait dit que c'était toi qui mettais les lettres dans les boîtes. Ouais, mais non, Michael, il proteste, il a jamais dit ça. Donc bref, Christian, il finit quand même par y aller lui-même. Mais avant de partir, il lui demande de baisser la vitre. Il dit, en tant que patron, j'ai quand même besoin de savoir si je peux te faire confiance. Oula. Donc il lui met quand même un petit coup de pression. Il est sympa, mais il y a des limites. Et il va mettre les lettres dans l'immeuble. Il les glisse dans les boîtes aux lettres ou sous les portes des habitations ? Il y a des boîtes aux lettres dans les portes. Dans les portes, ouais. Oui. Ah oui, parce que moi je voyais ça genre avec les boîtes aux lettres en bas. C'est un immeuble où il faut vraiment faire tout. Ah ouais, donc non. Non, mais autant taper à la porte et essayer de voir... non, il est resté dans l'idée des lettres. Ok. C'est une bonne idée de merde. Il prend l'ascenseur, il commence par le 13e étage et il commence à glisser les lettres dans chaque porte. Et la mise en scène est assez expressionniste. On voit que les couloirs sont super exigus, il y a des lumières un peu blafardes. Et il entend des bruits, des bébés qui pleurent, des chiens qui aboient. En fait, on sent qu'il panique un peu. Et en fait, il se passe rien de spécial en vrai. Mais il commence à paniquer et il se met à courir. Il glisse les lettres de plus en plus vite. Et aussi, il n'est pas du tout dans son milieu social. C'est-à-dire qu'on est dans un grand bar d'habitation. Ouais, clairement, il a un peu peur de où il se trouve, quoi. Ouais. Ok. Et pendant ce temps, dans la rue, il y a des mecs qui passent et qui repèrent la Tesla. Donc, visiblement, dans ce quartier, il n'y a pas beaucoup de Tesla. Et ils viennent parler à Michael pour lui demander de faire démarrer le moteur pour l'entendre. Et Michael, il ne veut pas, mais les mecs, ils sont super insistants, voire intimidants. Donc, Michael, il est trop mal parce qu'en plus, c'est pas sa voiture, donc voilà. Et donc, au même moment, il y a Christian là, qui est en train de paniquer de mettre ses trucs et il sort de l'immeuble en courant. Et Michael, lui aussi, il est en train de paniquer. Donc, il démarre super vite. Christian monte côté passager. Michael démarre en trombe et il percute un plot dans la panique. Et ils finissent par repartir super vite. Et là, il y a un gros silence. Michael, il est mortifié.
Il y a des En tout cas, ça Christian va du coup derrière, pour un tout téléphone de décoiffé. Nikola Tesla, c'était vraiment un bon calcul. C'est clair. Et là, évidemment, il y a Bobby McFerrin qui chante a cappella derrière. Et on a un plan sur Christian qui examine sa carrosserie avec les cheveux tout décoiffés et Michael à l'intérieur qui est pas fier de lui. Cut. On a un plan chez Christian qui rentre chez lui, qui est chez lui après cette grosse journée. Il va pour prendre sa douche. Il se déshabille et là, il y a un truc qui tombe de sa poche. À ton avis, Julie, c'est quoi? J'en ai fait mention. J'espère que une c'est fois. pas son téléphone, mais... C'est pas son téléphone, J'espère que c'est pas ses Mais boutons de manchette. c'est ses boutons de manchette. Donc il s'est pas fait taper ses boutons Il de s'est manchette. pas fait taper ses Ouais. boutons de manchette. Mm. Bon, son téléphone, c'est sûr, parce qu'il a Oui, quand même oui. été géolocalisé. Son portefeuille aussi, a priori. Mais voilà. En fait, il avait oublié. Bah bravo, gars. Ça fait ça de récupérer, déjà. Cut. On retrouve Christian qui entre au 7-Eleven de la gare. Il achète une carte SIM prépayée et il demande si quelqu'un a amené un paquet ou une lettre à l'intention de Christian. On lui dit que non. Étonnant, parce que moi, j'avoue, j'aurais volé ce téléphone, j'aurais reçu cette lettre, premier réflexe d'aller le rendre. Bah pas du tout, en fait. Enfin, Ouais, oui, c'est juste le lendemain, donc finalement, oui. Il est un peu pressé. Mais c'est vrai qu'il achète une carte SIM aussi pour avoir un nouveau téléphone. On revient au musée, on est dans une salle de conférence. Et là, Christian, il est célibataire, sans enfant, il vit seul et tout. pour l'instant, on n'a pas vu. Ouais, pour on n'a l'instant, pas vu quand il son rentre chez domicile. lui, là, t'as dit qu'il rentrait chez lui. Et Oui, alors en fait, on a vu juste un plan dans la salle de bain, donc Ok. on ne sait pas D'accord. trop où il habite et on n'a pas trop eu d'infos. sur sa famille, sa Ok. situation. On revient au musée, on est dans une salle de conférence et là, il y a une espèce de masterclass, il y a une interview d'un artiste. Un artiste qui est interprété par Dominic West, tu vois. Très bien. C'est Encore pareil, un acteur de série. un acteur de série, donc il a joué dans The Wire, The Crown, The Hour, The Affair. Donc typiquement, c'est un mec qui joue que dans des trucs qui commencent par The Square. The Square. Et donc dans le film, c'est lui l'auteur de l'œuvre avec les petits tas de cailloux. Et il explique que son art explore les réactions des personnes face à l'art. Donc il est pas, il a un nom dans le film, mais je vais l'appeler Dominique, c'est plus simple. Ouais, Domi. Domi, on va l'appeler Domi. Et alors pendant que la conférence se déroule, il y a un mec dans le public qui hurle des insultes. Donc c'est un peu embêtant. Il y a sa femme à côté de lui qui demande de l'excuser parce qu'il a le syndrome de la tourette. Et donc ça fout un peu le bordel. Donc ils essaient de faire comme si de rien n'était au départ. Mais c'est de plus en plus embêtant parce qu'en plus, il a des insultes un peu créatives. À un moment donné, il dit Camelto, par exemple. Je ne sais pas si des gens disent vraiment ça quand ils ont le syndrome de la tourette. C'est très spécifique en tout cas. Ouais. Les gens qui ont le syndrome de la tourette et qui disent Camelto, c'est une part très très infime. Est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir Gilles de la Tourette un truc à présenter en public et d'avoir quelqu'un de bruyant ou d'envahissant Oui, parmi les ça m'est déjà arrivé Ouais. en présentation de séance Ouais. d'avoir Pas de quelqu'un au Tourette, premier... Non, pas de Tourette, mais quelqu'un au premier rang qui commentait tout. Ah. Bah, c'était un peu gênant, mais au bout d'un moment, faut l'intégrer, quoi. Enfin, Et faut du y coup, aller, comment quoi. tu fais tu réponds, tu t'interagis avec Moi, j'aime bien, moi, je préfère faire avec les données que j'ai, c'est-à-dire improviser, ou, je trouve que faire semblant qu'il se passe rien, c'est pire, donc... Ouais. Je viens de me rappeler d'un truc qu'on a vécu avec Hugo. Je sais pas si tu vois. On faisait une conférence avec Hugo dans une convention. Et il y avait un mec qu'on avait, parce qu'on avait aussi fait des dédicaces plus tôt dans la journée. Et il y avait un mec qu'on avait rencontré plus tôt dans la journée et qui était en costume full suit de renard. Ok. Et il était venu à la conférence, il était au premier rang de la conférence, mais avec vraiment le masque de renard sur la tête. Et pendant le... C'est vrai que c'était un peu perturbant. Et d'avoir c'était hyper perturbant. Un renard au premier Ouais, rang. je comprends. Ouais. Il était Et c'est bruyant marrant. ou Non, il était super, très calme. C'est Très- juste un très renard attentif, calme. mais c'était un perturbant. renard dans le public. Alors, t'as vraiment un renard dans le public Et c'était marrant. et tu dois composer avec ça. Mm. Mais c'est vrai que c'est pas pareil que Non. le truc de Gilles de la Tourette parce que il y a que nous qui sommes perturbés en faisant le truc, mais les autres gens s'en foutaient, quoi. Et donc là, personne ne sait trop comment réagir. Et l'animatrice, elle est un peu excédée parce que, en gros, il est en train de chier sa conférence, quoi. Elle a fait venir quelqu'un. En plus, elle le dit, elle dit, on a quand même fait venir quelqu'un de loin. Il faut un peu de respect et tout. Et donc, il y a des gens dans le public qui commencent à dire, non mais il fait pas exprès. C'est une maladie et tout. Et là, Domi, il calme un peu le jeu et dit, non mais ça me dérange pas. Tout le monde a sa place dans la conférence. Donc voilà.
Il calme un peu. Il calme un peu le jeu et la conférence se déroule comme il se doit. Et on cut et on revient à Christian qui a installé sa carte SIM dans son nouveau téléphone et il reçoit déjà un appel. Et c'est le 7-Eleven. Un colis est arrivé pour lui. Il avait laissé son nouveau numéro au 7-Eleven. Ouais, Présence d'esprit cool. C'était hors champ, mais... Un colis est arrivé pour lui, ok. Il va récupérer son colis. Et qu'est-ce qu'il trouve dans le colis? Son téléphone et son portefeuille. Génial. Il y a toujours son argent dans le portefeuille. Donc il est trop content. Il a son argent, il a son portefeuille, il a son téléphone. Donc fondu au noir. Et générique. C'est la fin du film. Non, bien sûr, on n'est qu'à 50 minutes de film. Il va y avoir d'autres choses, évidemment. On retrouve plus tard Christian avec Michael sur un dance floor en train de danser comme des petits fous. Trop content. En fait, c'est une soirée qui a lieu dans le musée avec champagne et petits fours, une soirée un peu... Moi, j'ai encore un truc à redire sur l'utilisation de l'argent dans ce musée. Depuis le début du film, je pense que... Ouais, c'est des subventions bien utilisées. Donc on retrouve Christian un peu plus tard dans la file des toilettes. Il est un peu déchiré, il est tout décoiffé, la chemise ouverte. On sent qu'il a bien fêté le retour de son portable et de son portefeuille. Et il y a une personne qui arrive derrière lui dans la file, qu'on avait un peu oublié dans le film, mais qu'on connaît. D'après toi, c'est qui? C'est la journaliste. C'est la journaliste. Bien joué. De la veille, qui est jouée par Elisabeth Moss, donc. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a vraiment que 3 acteurs connus, quoi. Donc, vu que Domi, on vient d'en parler, j'imagine que c'est... Et donc, ils ont un petit eye contact, et puis, elle imite le mec qui avait la tourette. Elle fait un petit truc comme ça. Ok. Et Christian, il capte pas la blague, en fait. Et donc, elle doit expliquer qu'elle fait référence à la masterclass. Ça, c'est toujours un bon moment de devoir expliquer les blagues que les gens n'ont pas compris. C'est toujours agréable. Et donc, il y a un petit flottement. Et là, la place se libère aux toilettes. Donc, Christian, il entre dans les toilettes. Et là, il se regarde dans le miroir, il se parle à lui-même. Et il se dit, je ne vais pas coucher avec cette fille. Ok. Et évidemment, cut, on se retrouve dans l'appartement de la journaliste. Christian est là, tout seul, dans la chambre. Et il voit passer un singe dans le couloir qui finit par s'installer dans le canapé du salon. Donc c'est l'animal. J'avais oublié ça aussi. C'est l'animal de compagnie de la journaliste. Elle a un chimpanzé chez elle. Okay. Voilà. Mais je vous le dis juste comme ça, mais ça c'est pas très important dans l'intrigue. C'est juste une petite étrangeté. D'accord. Donc la journaliste arrive dans la chambre, il se déshabille. Bobby McFerrin chante un petit prélude de Bach. La journaliste ferme la porte parce qu'il y a le singe à côté. Elle donne un petit préservatif à Christian. Il l'enfile sous la couette, ça met un temps très très long. Pourquoi tu précises un petit préservatif? C'est amical. Ouais. Un préservatif random. Dans un format carré d'ailleurs, j'imagine. Ouais. Dans un emballage carré. J'aurais pu le mettre dans le jeu, ouais. Les préservatifs dans les films, ouais. J'ai pas de compte Instagram pour celui-là, je suis désolée. C'est vrai qu'on voit rarement des préservatifs dans les films. Ouais. C'est un peu hors champ en général. Mais c'est presque politique que d'avoir la représentation de la contraception dans des films, parce que beaucoup de gens considèrent que c'est pas inesthétique, mais si un petit peu, quoi, et qu'on n'a pas besoin de ça, alors qu'en vrai, il y a un vrai propos aussi, et il y a une vraie moi, je sais qu'en tout cas, quand j'écris, et qu'il y a des scènes et qu'il y a besoin de... c'est important aussi de faire de la prévention à travers la fiction. Là, on va vraiment être dans une scène très naturaliste à ce niveau-là, parce que le préservatif va jouer un rôle dans cette scène. Je ne te dis que ça. En tout cas, pour l'instant, ils ont un rapport sexuel vraiment piteux. On sent que Christian a ça arrive, pas du tout envie d'être là. Mais il l'avait dit déjà dans les toilettes, donc... Et elle, elle est contente de coucher avec visiblement une star de l'art contemporain, mais c'est pas fou, quoi. C'est terminé assez vite, voilà. Et une fois que c'est terminé, elle lui demande de lui donner le préservatif pour qu'elle le mette à la poubelle, parce qu'elle va dans la salle de bain. Et il dit non, je vais le faire, t'inquiète. Elle dit non, mais t'inquiète, je vais à la salle de bain. Elle dit non, t'inquiète, je vais le jeter moi-même. Du coup, elle va chercher sa poubelle, elle la ramène dans le lit, elle ouvre la poubelle pour qu'il jette le préservatif. Mais il veut toujours pas. Ok. Donc, scène un petit peu bizarre. Et là, elle lui dit, t'as vraiment une haute conscience de toi-même. J'arrive pas à croire que tu m'en penses capable. Et là, il comprend pas de quoi elle parle.
Et elle Après, dit, c'est un peu bizarre de sa part. Il fait mine de pas comprendre. Oui, il fait mine de pas comprendre parce que j'imagine que s'il veut pas jeter le préservatif, c'est qu'il a peur que, je sais pas, qu'elle le garde, qu'elle le réutilise, Ouais. Elle dit, tu sais très bien. Et effectivement, il fait, non, je vois pas. Bon, au final, il y a une espèce de battle où ils tiennent tous les deux le préservatif. Mais non. Si, une scène, c'est du Östlund dans le texte. Et elle finit par récupérer le préservatif et le jeter dans la poubelle. Et elle repart dans la salle de bain, fière d'elle. Et lui, il la regarde, Ok. avec un air un peu médusé. C'est la fin de la scène. Ok. On a un petit retour de Bobby McFerrin a cappella. Mais est-ce que c'est un lien avec le fait que, vu qu'il s'était fait voler son téléphone, maintenant il veut même plus se faire voler son propre préservatif Peut-être qu'il a un traumatisme, il veut plus. Moi, j'ai besoin de voir la psychologie du personnage là-dedans. Mais pour moi, en fait, c'est à débattre, mais je pense qu'il a une sorte de complexe de supériorité. Et je pense qu'il est dans un délire. Il méprise tellement la meuf qu'il a l'impression qu'elle va faire un truc avec le préservatif, genre elle va s'inséminer toute seule ou je sais pas quoi. Je pense qu'il a, c'est ça, il y a tout ce sous-texte, mais qu'en même temps c'est ridicule comme pensée. Donc elle trouve que c'est ridicule, donc elle s'énerve sur ça. Il y a je pense que c'est comme ça que j'analyse la scène. Il a dit que tout à l'heure on l'a entendu dire que c'est une personnalité publique, donc il fait attention à ce que les gens font avec son image ou avec son sperme. Oui. Mais en fait, c'est ridicule. Enfin, il y a tout dans ce film est un peu ambigu et on sait jamais vraiment ce que les personnages ont dans la tête. Tu peux interpréter un peu comme tu veux. Pour moi, il fait clairement mine de faire semblant de pas comprendre et que, en tout cas, il a une raison. Elle pense comprendre Mais la scène est évidemment extrêmement gênante dans tous les cas. Non, c'est super. Et il y a plein de moments comme ça qui reposent en fait sur les contradictions des personnages et tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et on est vraiment frontalement dans les scènes, rien n'est épargné. Donc en attendant, là on est de retour au musée. Une scène un peu plus safe. Il y a un agent d'entretien là qui circule dans un engin de nettoyage, là, un petit tracteur avec des balais circulaires qui passent de l'eau. Et il est dans la salle où il y a les tas de petits cailloux et il galère à passer son tracteur autour des trucs. Et on enchaîne sur Christian qui est en train de sortir les poubelles chez lui. Et son téléphone sonne. Et à ton avis, qui c'est ? Le nouveau ou l'ancien ? Bonne question. Je sais pas. Un de ses téléphones sonne. Okay. C'est peut-être celui avec la carte SIM prépayée. Ok. C'est le 7-Eleven. Ouais, c'est le 7-Eleven, ouais. Donc je pense que c'est la carte SIM. Et on lui dit qu'il y a un paquet qui est arrivé pour lui. Encore ? Et il dit non, mais j'ai déjà récupéré le paquet, vous inquiétez pas. Mais on lui dit non, c'est un autre, il vient juste d'arriver, c'est bien écrit Christian dessus. Et donc, il demande à la personne d'ouvrir le paquet. La personne au bout du fil dit qu'il y a un message avec un numéro de téléphone. Christian demande de lire le message et la personne lit le message. C'est écrit « Vous m'avez accusé d'être un voleur. Faites vos excuses auprès de moi et de ma famille ou vous allez connaître le chaos. » Ok, très bien. C'est dit. Cut, on est dans un ascenseur avec 3 personnages qu'on avait aussi un peu oubliés depuis tout à l'heure. Est-ce que tu te souviens de personnages qu'on a vus mais pas revus depuis le début du film ? Avec toutes les mésaventures de Christian, on a oublié avec peut-être la meuf qui se faisait agresser, l'agresseur. Non. Il y a une exposition à venir bientôt et il y a une stratégie marketing. Ah mais oui, les doudounes sans manches, le gang. Les doudounes sans manches, les 2 doudounes sans manches et leur chef barbu. Et on sent que les 2 jeunes, ils sont assez stressés, ils jouent vraiment leur vie là, ils se font beaux dans le miroir de l'ascenseur. Ils jouent à pierre-feuille-ciseaux, qui va faire la présentation. On arrive en réunion, et donc il y a les 3 marketeurs qui arrivent. Il y a les 2 filles qui étaient déjà là à la réunion précédente. Il y a Michael, le jeune qui avait aidé Christian à envoyer ses lettres. Et il y a aussi la femme qui animait la masterclass, qui est probablement l'adjointe de Christian. Christian, lui, il n'est pas là. Il a peut-être d'autres choses à faire, notamment à cause du message qu'il vient de recevoir. Et donc les 2 mecs, ils introduisent leur plan pour se tailler une place dans l'encombrement médiatique. Et donc, ils expliquent qu'aujourd'hui, les gens ont une attention très limitée. Donc, l'idée, c'est de faire une vidéo très percutante, d'une dizaine de secondes, que les gens vont avoir envie de partager sur les réseaux sociaux et qui deviennent virales. Et donc, ils ont fait une étude sur ce qui est le plus partagé par les gens sur Internet. Oula, les chats. Ouais, non, alors c'est pas ça. À ton avis, qu'est-ce que les gens partagent sur Internet, d'après leur étude parce que non, mais je sais pas quel est leur échantillon, mais tu te souviens... David ? C'est les bébés, non ? C'est les groupes vulnérables, en fait, en général. Oui. Et donc, ils disent les femmes, les handicapés, les racisés ou les LGBT,
Mais il y a un groupe qui, par-dessus tout, touche les gens, c'est les SDF. Ah. Donc, ils veulent utiliser un SDF dans le spot, mais pour que ce soit encore plus spectaculaire, ça va être un SDF enfant. Et donc, le mec, il commence à pitcher la vidéo. La vidéo commencerait avec un plan sur le carré, dans la cour du musée. Et là, on verrait une petite fille qui frissonne, en train de pleurer, enroulée dans une couverture sale. Et elle s'approcherait du carré. Là, la petite fille entre dans le carré. Et là, il dit, paf, l'inattendu survient. Il va y avoir un effet de surprise qui va créer la tension dont ils ont besoin pour leur communication. Donc là, l'équipe du musée demande ce que c'est exactement cette fin de la vidéo. Et là, ils répondent qu'ils n'ont pas encore tout à fait trouvé l'idée, mais que l'idée générale, c'est que la fille soit blessée dans le carré. What could go wrong? Ouais, t'aimes bien cette idée Ouais, bah là, je suis vraiment... là, c'est 100%, là. C'est une réussite. Ça donne envie d'aller à l'expo. Blesser un enfant. Blesser un enfant sans abri, idéal. Ouais. Et donc là, pile à ce moment-là, il y a Christian qui ouvre la porte pour passer une tête dans le bureau. Et c'est pas pour venir dans la réunion, c'est pour demander à Michael de venir avec lui. Et son équipe lui dit, ils ont besoin de lui pour prendre une décision, là. Mais lui, il est super pressé, donc il regarde en vitesse les documents qui sont sur la table, il regarde, dit, okay. il est en diagonale, et il dit, ok, ça a l'air super. Et là, il repart avec Michael. Oh là là. Et on quitte nous-mêmes la réunion en même temps que Christian et Michael. Donc on ne saura pas la suite de cette réunion. Et on se retrouve dans le 7-Eleven avec, pas Christian, mais Michael. Et là, Michael arrive à la rencontre de la personne qui a écrit le mot. Ah. La personne qui va déclencher le chaos, si Christian ne s'excuse pas. Et cette personne, c'est un enfant d'une 12aine d'années. Et apparemment, il a un accent parce que Michael ne comprend pas tout ce qu'il dit en suédois. Ça a l'air d'être un gamin des pays de l'Est, peut-être. Il est super énervé, il parle très fort. Et d'autant plus qu'il se rend compte que c'est pas Christian qui est venu à sa rencontre. Enfin, Michael, il dit « je suis pas Christian », et donc le gamin, il le croit pas d'abord, et après, il est énervé parce que c'est pas Christian. Il veut le voir directement, il est furieux parce que ses parents pensent qu'il a fait des conneries, alors qu'il est pour rien. Et donc, il commence à tout péter dans le 7-Eleven, et là, Michael, il finit par s'énerver aussi. En fait, il dit qu'il est pour rien, qu'il a rien à voir avec toute cette histoire. En fait, Michael, ça commence à lui courir sur le haricot. Après, c'est lui qui a insisté pour la lettre, donc mais là, faut qu'il assume aussi. Ça va un peu trop loin pour lui, quoi. Donc, c'est la fin de la scène, on verra pas la suite. Mais pourquoi Christian n'est pas venu? Il aurait pu peut-être. Parce que c'est un homme public. Ouais. Et qui veut pas, nanana, blablabla. Peut-être l'acheter, ouais. Et d'ailleurs, on retrouve Christian dans le hall du musée et on le voit de dos, il est tout voûté, il regarde dans le vide. Enfin, il n'a pas l'air fier de lui, quoi. Petite dépression. Et là, il y a deux personnes qui viennent à sa rencontre en même temps. Il y a d'une part la journaliste qui veut lui parler. Et d'autre part, il y a son adjointe qui lui dit qu'il y a une urgence absolue à gérer. Est-ce que tu as une idée, Julie, de ce que c'est que cette urgence absolue? Je ne sais pas ce qui aurait pu mal tourner avec ce plan de communication enfant blessé dans le carré. C'est pas le plan de communication, ça concerne une œuvre dans le musée. Ah. Mais pas The Square. Je pense que le mec qui faisait l'entretien, il a peut-être déplacé les cailloux là où il fallait pas pour les nettoyer, non? L'agent d'entretien a aspiré une partie de l'œuvre avec les tas de cailloux. Ok. Du coup, il y a des piles qui sont plus basses que les autres maintenant. Aïe, aïe, aïe. Donc, question, tu es à la place de Christian. Qu'est-ce que tu fais en tant que directeur du musée de cette œuvre qui a été dégradée? Comme la mère de Whistler dans Mr Bean, d'ailleurs. Moi, j'appelle Domi pour qu'il nous refasse la même œuvre. Ok, pas mal. Moi, je préfère être transparente plutôt qu'essayer de couvrir un truc en remettant mal les choses. Ça me paraît sain, ouais. Je sais pas, je me dis, en vrai, ça arrive à tout le monde. David, t'aurais pas fait ça, toi? Moi, 100%, je rajoute quelques petits cailloux. Ah ouais. Mais ça, c'est ma parole de scénariste, parce que je pense que peut-être que dans ma carrière, j'ai eu affaire à des gens qui ont réécrit des textes après moi et qui les ont envoyés sans me les faire relire, par exemple. Si un prod avait effacé mon texte, je préférerais qu'il vienne me voir en me disant j'ai effacé la moitié de ton texte, je veux bien que tu le réécrives, plutôt qu'il le réécrive mal à ma place et qu'il l'envoie, quoi. C'est là que peut-être à tort, je fais différence entre ton texte et un tas de cailloux, quoi. Oui, mais peut-être, mais c'est ça qui est intéressant de ce qui est. Je dis pas que mon texte est une œuvre d'art, au contraire, mais je dis juste que en fait, si c'est signé de son nom,
j'estime que c'est à lui, en fait. Enfin, au-delà même d'un truc d'art ou quoi que ce soit, moi, je changerais pas quelque chose dont je suis pas l'autrice, mais c'est... Enfin... Et d'ailleurs, peut-être que ça enrichit l'œuvre, qu'il a été aspiré par. Oui, par en fait, ça se trouve, il te dirait, mais non, mais c'est génial. C'est comme l'urinoir de Duchamp qui avait été. Un mec qui avait pissé dedans. Là. Bah oui, mais en vrai, j'aurais plutôt contacté l'artiste. Et ben Christian, lui. Ne le fait pas, évidemment. Là, il est en chute libre, là, Christian, en termes de points. Il va mal. Il lui dit de rien dire à personne, de trouver des photos de l'œuvre telle qu'elle était avant. Et il arrive dans 5 minutes, il va l'aider à refaire l'œuvre telle qu'elle était avant. T'inquiète. Et il arrive dans 5 minutes parce qu'il doit avoir la conversation avec la journaliste. Ok. Donc là, il se pose dans une salle du musée, il commence à discuter. Donc ils sont dans une salle où il y a une œuvre qu'on n'a pas encore vue. Et c'est une œuvre un petit peu bizarre, c'est une pile de chaises, mais tout d'un bloc et qui bouge par intervalles réguliers comme ça. Et il y a une bande-son avec un bruit de chaises qui tombe. Ça fait le bruit d'une pile de chaises qui tombe avec un grand fracas de manière régulière. Et pendant qu'ils ont leur conversation est ponctuée par des bruits comme ça. Et ils ont une conversation un peu tendue où elle commence à lui demander s'il se souvient de ce qui s'est passé entre eux. Et lui, il dit oui, on était au musée à la fête l'autre soir. Elle dit oui, mais après, il dit on a pris la voiture, voilà. Et en fait, on j'ai vu ton singe. Voilà, mais donc il tourne. Je sais pas s'il parle du singe, mais en tout cas, il dit tout sauf le fait qu'ils ont couché ensemble. Elle insiste et il finit quand même par dire oui, on a couché ensemble, d'accord. Et elle lui demande, ma question c'est, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Et là, il y a encore des blancs gênants, il y a les chaises qui tombent derrière et tout. Elle lui demande s'il se souvient des filles avec qui il couche. Il dit oui, bien sûr. Elle demande s'il se souvient de leur prénom. Il dit ouais. Et elle lui dit alors du coup tu peux me dire comment je m'appelle. Et là il y a encore un petit blanc. Il dit oui, je peux te dire comment tu t'appelles. Elle lui demande dis-moi comment je m'appelle. Et donc évidemment il tourne autour du pot et il finit par dire Anne. Et c'est effectivement son prénom qu'on a entendu au tout début. Donc elle ne sait plus quoi dire. Elle reprend un peu ses esprits et elle finit par dire « Je crois que je commence à te cerner ». Donc, Christian, donc il a pris un peu l'ascendant dans la conversation, donc il regarde un peu de haut et dit « Vas-y, ouais, je t'écoute ». Et elle dit « Je pense que tu te sers de ta position, qui est une position de pouvoir, pour attirer les femmes et les séduire ». Et lui, il dit qu'il pense que de toute façon, le pouvoir excite, c'est un fait. Il faut l'admettre. Et il termine en disant « Moi aussi, je vais admettre quelque chose. » C'est que je suis fier de t'avoir séduite. Et on sent qu'elle est un peu ébranlée par ce compliment qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais, et là, cut. On ne sait pas la suite de la conversation, mais en tout cas, il y a une conversation un petit peu bizarre. On reste sur un statu quo entre Christian et Anne. Et on cut, on est toujours avec Christian, mais dans un endroit qu'on n'avait pas encore vu dans le film. Le domicile de Christian, mais vraiment la pièce à vivre. Ah. Il boit un petit verre de rouge dans une gigantesque cuisine ouverte. Il relit le courrier du petit garçon qui lui a promis le chaos. Ok. Il soupire, il se met la tête dans les mains, il est un peu paumé, il est pas bien, quoi. Et là, il entend du bruit dans la cage d'escalier, des pas qui se rapprochent, et puis on entend un bruit de serrure. Quelqu'un essaie d'entrer chez lui, il se rapproche de la porte d'entrée, les bruits de serrure continuent, puis ça frappe à la porte. Christian demande qui c'est, mais ça répond pas. Donc là, un petit suspense. Et là, la serrure s'ouvre. Et qui c'est ? Sa femme et ses enfants. Pas loin, c'est les enfants de Christian, ouais. Pour la première fois, on découvre qu'il a 2 filles d'environ 8 et 12 ans. Ouais, mais c'était pas idiot que je me pose la question tout à l'heure, du coup, parce que je sentais un peu... Ça a été savamment occulté jusqu'à maintenant. On est à 1h30 de film, quand même. Et elle lui demande pourquoi il n'est pas venu les chercher, et il dit que c'était pas son tour. Les filles entrent dans l'appart et elles commencent à se battre toutes les deux. Elles ont quel âge ? Je dirais entre 8 et 12. Ah oui. Enfin, 8 l'une et 12 l'autre. Donc, elles se battent. Christian essaie de les séparer comme il peut. La petite, elle court vers sa chambre en claquant la porte. Et là, d'un coup, Christian, il s'énerve super fort. Il pousse une énorme gueulante. Ça calme tout le monde. On claque pas les portes ici, ok ? Ouais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, on claque pas les portes, mais vraiment très très fort, quoi. On l'a jamais vu Christian comme ça. On sent que le pire truc qui puisse lui arriver, c'est que ses voisins soient dérangés, quoi. Et là, sa fille se met à pleurer. Bon, il finit par s'excuser en disant « Désolé, j'aurais pas dû crier ».
Et voilà, c'est la fin de la séquence. On se retrouve le lendemain, le jour. On est au musée avec Christian et ses 2 filles. Il leur fait visiter l'exposition qui n'a pas encore démarré, donc l'exposition autour du square. Il y a encore du scotch sur les murs et des escabeaux qui traînent, donc clairement, c'est pas encore fini. Et donc, Christian, il montre à ses filles un espace interactif où on peut choisir entre 2 parcours fléchés. C'est une exposition interactive. Pour entrer, il faut décider si on fait confiance aux gens ou pas. Ah oui, mais ça, c'est dans le DVD aussi. Ah oui? Je le montre pour les gens qui regardent. Ouais. I mistrust people or I trust people. Il y a un petit compteur et Oui. à ce stade, il y en a 3 qui font pas confiance et 42 qui font confiance. Mais l'expo n'a pas encore démarré, donc c'est les gens qui ont testé. Ok. Toi, t'aurais fait quoi d'ailleurs? Je te pose la question. En fait, ça dépend de ce qu'on entend par people, mais je pense que moi, je crois, je suis assez optimiste, donc je serais plutôt passé par I trust people. Toi, David, tu crois? Moi, je suis parasité parce que ou en tout cas, j'ai le souvenir d'un truc que tu dois faire. Non, mais dans la vie. Ah oui. Est-ce Dans que la tu vie, crois tu fais les gens confiance ou ou est-ce pas que aux tu gens? fais pas Dans la confiance aux vie, gens? non, dans la vie, je suis assez sceptique en fait. Ok, donc tu serais passé plutôt par là. Je me méfie beaucoup. Et les 2 filles, elles choisissent de faire confiance. Mais évidemment, elles ont 8 et 12 ans, donc forcément, ouais, à cet âge-là, t'as ouais. pas une expérience de la life qui te... Toute candide. Ouais. Et ils arrivent dans la première salle et il y a un carré blanc au sol, donc pas le même que celui de l'extérieur du musée, plus petit. Et c'est écrit « Laissez votre portefeuille et votre téléphone ici ». Voilà. Génial. Évidemment. Voilà ce que tu dois faire. Bon alors eux, c'est facile Et quand t'as parce 8 que... et 12 ans, ça ça va, va, c'est ouais. vrai. Non, mais aussi parce que Oui, en y a, plus, y a pas de c'est pas visiteurs. ouvert Ouais. aux visiteurs. Mais elles ont quand même un téléphone chacune. Mm. On est en 2017, donc les enfants avaient déjà des téléphones. Surtout les enfants de riches propriétaires de musées d'art c'est contemporain, sûr, je ouais. pense. Mais elles laissent pas leur portefeuille, elles laissent juste un téléphone. Et donc, on cut sur une autre salle. Et la salle, c'est une réplique du carré de l'extérieur dans une salle. Et là, les filles sont dans le carré. Et Christian leur raconte une petite anecdote du temps où son père, qui avait 6 ans, ses grands-parents le laissaient jouer dans la rue tout seul à Copenhague. Il dit c'est parce qu'il faisait confiance aux gens pour aider des enfants qui n'étaient pas les leurs. Donc il leur C'est fait parce qu'ils avaient autre chose à foutre que surveiller leurs gamins, surtout, mais ouais. Mais du coup, oui, peut-être qu'il y avait une confiance plus étendue à la communauté, au voisinage, ce qui faisait qu'il y avait quand même des enfants qui disparaissaient, à mon avis, oui, mais bon. Peut-être. En gros, il dit que la société est devenue individualiste. D'accord, très bien. Et il leur fait lire l'écriteau en métal à côté du carré. Le carré est un sanctuaire de confiance et de bienveillance. À l'intérieur de ses frontières, nous partageons tous les mêmes droits et devoirs. Donc, voilà. Et donc ça, effectivement, c'était une véritable installation co-créée par Östlund. Et donc voilà l'argument contre l'art contemporain dans le film. Je trouve qu'il ne tient pas parce qu'effectivement, Östlund aime beaucoup l'art contemporain. Et notamment, il participe à des œuvres. Et même lui, quand il fait des événements en public, il aime bien faire un peu des happenings participatifs où il fait partager le public et tout. Et quand il a reçu sa Palme d'Or, il a demandé au public de Cannes de pousser un cri tous ensemble. Et donc, il aime bien un peu les happenings, les performances, quoi. Et dans l'expo, il a laissé sa Palme d'Or en plus de son téléphone et de son portefeuille, d'ailleurs, dans la file d'attente. Mais je crois en fait, j'ai vu The Square en salle... Pas à Cannes, mais à une avant-première où il était là, et je crois qu'il a laissé sa Palme d'Or pendant le film. Et donc, il a fait un peu de... Genre posé devant l'écran. Ouais, Est-ce qu'il est venu avec ou sans une doudoune sans manche de son côté Et t'as pas été tenté, Hugo, de pécho une Palme d'Or à cette occasion? Non. Okay. Mais voilà, il fait des discours... gagné, quand il reçoit une récompense, il fait des discours un peu type performance, et ça m'a donné l'idée d'un petit quiz. Le jeu des discours de récompense mémorables. Waouh. Je vais vous parler de gens qui ont reçu des récompenses dans leur carrière et dont le discours de réception est resté mémorable pour une raison ou pour une autre. C'est principalement du cinéma. Enfin, c'est que du cinéma, mais c'est pas forcément Cannes. Il y aura de l'Oscar, du César. Il faut trouver la raison pour laquelle le discours... Il faut trouver la personne en question. Ah oui. Okay. Donc, premier discours de... Enfin, c'est pas un discours d'ailleurs. Qui, au Festival de Cannes, s'est prosterné au pied du président du jury? Roberto Benigni. Ouais. En recevant son prix, au pied son grand prix, au pied de Scorsese pour La vie est belle. Je me souviens. Qui n'est pas venu recevoir son Oscar, mais a envoyé à sa place une activiste amérindienne, Marlon Brando, ouais. Bien joué. Pour Le Parrain, c'est Sachin Littlefeather qui a fait un discours sur le traitement des Indiens d'Amérique dans l'industrie cinématographique. Qui, au MTV Awards 1999... C'est rouler une pelle. Non, non.
J'avais dit. Ah, je l'ai pas, Il n'y avait celle-là. pas l'appel de Madonna et Britney Spears. Ah, il y a eu, Non. il y a eu ça. Ouais, Moi, Ouais. j'ai, MTV Awards, pour moi, c'est le. Moi, j'ai l'embrassade aux Oscars, enfin l'embrassade, le baiser presque forcé de Adrien Brody avec Halle Berry. Et je sais pas si vous avez vu cette année, à un moment, ils se sont croisés c'était et ça s'est horrible, ça. inversé. Ah oui. C'est elle qui est allée l'embrasser, genre en mode très J'avais bizarre. pas vu ça. Il y a aussi le même genre de truc. Il y a Chris Isaac qui a embrassé, je crois que c'est Cameron Diaz. Ok. Il remettait un prix. Il a embrassé Cameron Diaz. Après, ils ont remis le prix et c'est Jim Carrey qui a reçu le, il lui le a, truc. il Et a il a embrassé. embrassé Oui, ça, Chris Isaac. j'ai vu, ouais. Bon, c'est pas dans le. Bon, c'est pas dans le quiz. ton- Donc attends, on est au MTV Au Movie Award. MTV Awards 99, qui a reçu son prix du meilleur acteur déguisé en Jim Morrison? Ben, est-ce que ce serait Val Kilmer? Non, c'est pas Val Kilmer. En fait, ça n'a rien à voir Ah avec, oui, d'accord, ok. ça a rien à voir avec le film. Avec Jim. Attends, mais quoi ouais. C'est un acteur marrant. Ah bah je verrais bien Will Ferrell. moi. Non. C'est un acteur qui a fait d'autres trucs dans les cérémonies Adam Sandler? de récompense. Non. Jim Carrey. Ouais. Ah bah, C'est toujours Jim J'allais Carrey de dire, toute c'est un façon. acteur qui a embrassé Chris Isaac. C'est Jim Carrey pour The Truman Show. ok. Donc rien à voir avec Jim Morrison. Ah oui, mais très Ouais. étrange. Qui, en recevant son César, a lu un extrait des versets sataniques de Salman Rushdie, alors qu'il venait tout juste d'être... Isabelle Adjani. Ouais, c'est Mm. Isabelle Adjani, pour Camille Claudel, en 89, qui a dit en recevant son Oscar « Nous vivons à une époque fictive, avec des résultats électoraux fictifs, qui élisent un président fictif, nous envoyant à la guerre pour des raisons fictives. Michael Moore. » Ouais, c'est Mhm. Michael Moore Ouais, ça m'étonne pas du tout. pour Bowling for Columbine. Mm. Il n'avait pas encore fait Fahrenheit 9/11. Ouais. Qui a vu son père débarquer sur scène pendant son discours en recevant son César du meilleur espoir Aucune féminin. idée. Attends, mais Est-ce que c'est une fille d'eux? Est-ce que c'est C'est une Nepo Baby? C'est une fille d'eux. D'ailleurs, elle a dit que son père était son fardeau Non. sur scène. Roman Oh, wow. Boringer. Non, Non. non. Attends, C'est un fardeau pour beaucoup de monde d'ailleurs. ce Julie gars. Depardieu. Ouais, c'est Mm. Julie Depardieu. Là, j'allais dire quel père est capable d'aller éclipser genre J'avoue, là, Gérard le Depardieu, prix c'est le prix de sa horrible. fille, Ouais. genre horrible. Là. Il a fait ça. Qui n'a pas pu récupérer son Oscar en 2008 et donc a été représenté sur scène par sa mère, son père et sa sœur. C'est un... Quelqu'un qui était en prison? Non, Quelqu'un qui était malade? Quelqu'un qui était mort? quelqu'un qui était mort. Mm. Ah bah oui, en 2008, c'est Heath Ledger. Ouais, Heath Ouais. Ledger pour The Dark Knight. Qui a terminé son discours de réception pour l'Oscar du meilleur réalisateur en hurlant une réplique de son propre film. Une réplique pas modeste Mel du tout Gibson. d'ailleurs. Non, Non, Ah, moi je dirais putain. Sylvester Stallone. non, c'est un réal. La réplique, c'est vraiment... il se la pète à mort. James Cameron. Ouais. Je suis le roi Il a du dit monde. je suis le roi du monde. Ouais. Ouais, ça le fait, franchement. Moi, on le pardonne, c'est rigolo. Mérité. C'est marrant, c'est marrant. Qui est venu recevoir le César d'honneur de Walt Disney en 1979, qu'il a reçu à titre posthume. Donc c'est pas Walt Disney lui-même. C'était remis par Chantal Goya et Richard Kiel, Wow. le méchant Oh waouh. du James Attends, Bond. c'est les premiers Césars, presque. C'est C'est César ou Oscar? Ah non, C'est Oscar. César d'honneur. Ah, à César Walt Disney. d'honneur. Ouais, ça devait être la 4e cérémonie, je pense. Ok. Et donc c'est un Américain. C'est un Américain, ouais. C'est dur Attends. de dire un indice parce que... Attends, c'est un homme. ouais, c'est un homme. Acteur? Pas il, est- vraiment un acteur, mais il est dans les films il est dans certains films de Walt Disney, ouais. il a un rapport avec Walt Disney. Ah oui, non, il Ouais. est dans les films, Ouais, ouais. mais dans les Il est dans l'un donc, des premiers films de Walt Disney, même. C'est Mickey. Ouais, c'est c'est Mickey qui est venu recevoir le César d'honneur Incroyable. remis Parce par qu'il- Chantal Goya. Il se fait très rare dans les cérémonies. C'était le Mickey de Disneyland, du coup? Ou C'était un Mickey, ou c'était un Mickey ah, si. animé qu'ils ont incrusté Non, dans non, la c'était un cérémonie? Mickey en mascotte. Ah. Oui, Ouais. parce qu'il n'y avait pas Disneyland Paris à l'époque. Donc c'est Non, Non, mais il y même avait pas, Disneyland ouais. de de là-bas, de là-bas. des States. Ouais, De Disney World. ouais. L'image est marrante de voir Mickey qui arrive au César. Génial. Bah, avec Chantal Goya. Ouais, ouais. Et Richard Kiel derrière. Qui, en recevant sa palme d'or, a remercié le jury d'avoir laissé entrer les monstres. Ah bah c'est Titane, c'est Juliette Ouais, Ducournau. Julia Ducournau Mm. pour Titane, ouais. Moi ça m'a bouleversé ce discours. Ouais, En fait, elle parle beaucoup de ses parents dans mon souvenir et je me rappelle l'avoir vue en direct. Et je sais pas, j'étais peut-être parce que c'était une des premières femmes aussi que je voyais, en direct avoir Ouais. ce prix-là pour Mm. un film de genre qui plus est. Et j'étais vraiment, mais je sais pas, j'ai fondu en larmes devant ma télé, Mhm. alors que Ouais. j'ai pas travaillé sur ce film, mais je sais pas, ça représentait un truc Ah hyper ouais. fort. Ouais. Entre elle et Justine Trier, juste après, mais elle remercie vraiment ses parents, je crois.
Et je sais pas, moi, ça m'a fait vraiment quelque chose. Quand les gens parlent de leurs parents, tout ça me fait toujours un petit quelque chose. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais ouais, super discours, ouais. Qui a battu le record du plus long discours aux Oscars en parlant pendant 5 minutes 40? Waouh. C'est assez récent. Je vais même vous dire, c'est quelqu'un d'engagé ou très, quelqu'un très récent. J'avoue, je me souviens pas du contenu du... Ça s'est passé à la toute dernière cérémonie? Ça s'est passé en 2025. Ah oui? Ouais. Je sais même plus qui a gagné. C'est le meilleur acteur. Ah, Adrien Brody. Ouais. Oh là là. Pour The Brutalist. Et le précédent record était détenu par Greer Garson, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice en 1942 pour Mrs. Miniver. C'était 10 secondes de moins. Et c'est après ce discours qu'ils ont établi une limite de temps pour les remerciisments. Et donc là, qui ne s'appliquait pas à Adrien Brody. Il a évacué la musique. Ouais. Après, c'est son deuxième, donc ça fait 2 fois plus de temps si tu mets les deux l'un après l'autre. Ah oui, on n'a pas le cumul, effectivement. Ouais. Et j'en ai un petit dernier. Qui est passé à 2 doigts de la baston avec Joe Star en recevant son César du meilleur second rôle? Ah, mais je me souviens, mais je sais plus qui c'est. Attends. Mais je me souviens de ce moment. Aussi. Mais c'est une femme, non? Ouais, second rôle féminin. Mathilde Seigné. Non. Il n'y avait pas Mathilde Seigné dans l'histoire? Attends, pourquoi j'ai Non, Mathilde Seigné, c'est autre chose. Elle remettait le prix à Michel Blanc et elle a dit qu'elle voulait que ce soit Joe Star qui gagne. Ah oui, d'accord. C'est un elle autre... a dit, ça devait être pour toi, mon Didou, je sais pas quoi. Au secours. Ok, donc attends. Alors que Michel Blanc... Non, je sais était... plus qui c'est. Donc là, redis, on cherche quoi? Comédienne. Il y a eu presque il y a eu une petite bisbille pour le César du meilleur second rôle féminin. Une actrice qu'on voit rarement au César, parce que c'est pas une actrice française. Ah, oula, c'est pas une actrice française et elle a failli se battre avec Joe Star. Ouais, bon, j'exagère un peu, elle s'est pas battue, mais il y a eu une petite mésentente, disons. Ah, mais attends, mais ça me dit grave quelque chose. C'est une actrice américaine. Une actrice américaine, elle est jeune. Ouais, qui jouait dans un film de Olivier Assayas. Ah oui, c'est Kristen Stewart. Kristen Stewart, ouais. En fait, elle avait les mains moites. Elle a voulu que Joe Star tienne le César pendant qu'elle faisait son discours. Et lui, ça l'a saoulé. Il a posé le César très fort sur la table. Ça a fait un gros bruit. Et donc, il a dit plus tard qu'il n'était pas là pour être potiche et tout. Donc, voilà, ça l'a énervé. Mais il était là pour... Surtout, il n'était pas là pour être aimable, apparemment. Donc, c'est Joey. C'est Didou, ça. C'est Didou. C'est tout Didou, ça. Bon, surtout que, ouais. Okay. Bon, voilà, vous avez été très fort sur les cérémonies de récompense mémorables. On va pouvoir revenir au film. Yes. On est à 1h34 de film. Là, on est dans un centre commercial et Christian est sur un banc avec un petit café, un journal. Et visiblement, il vient de faire du shopping parce qu'il y a plein de petits sacs en papier autour de lui, des sacs de marques diverses. Visiblement, c'est pour ses filles qui sont avec lui ces jours-ci. Et son téléphone sonne. Lequel? Alors, un de ses téléphones sonne. Ok. À ton avis, c'est qui? 7-Eleven. C'est pas 7-Eleven. Ah. C'est son seul contact. C'est Michael. En fait, la réponse est introuvable, je pense. C'est Pauline de YouTube Suède. Ah ouais, non, je l'aurais pas trouvé. Pauline de YouTube Suède, elle était pas dans mon... Alors, pourquoi elle l'appelle, d'après toi? Je sais pas, parce qu'il y a des vidéos qui circulent du gamin qui a pété le 7-Eleven, ou alors des vidéos qui circulent de The Square... Et qui va à l'encontre des règles de YouTube Suède, peut-être. Pas du tout. Elle l'appelle pour le féliciter. Il a fait les vues. Elle le féliciter pour les 300 000 vues. Il comprend pas de quoi elle parle. Il demande s'il s'agit de l'interview de l'artiste qu'ils ont posté. Évidemment, c'est la masterclass de Domi. Ça, c'est vraiment les trucs qui font 300 vues sur YouTube. Mais non, elle dit non, c'est pas ça. Je parle de... l'enfant blonde mendiante qui explose en 1000 morceaux. Oh my God, elle est là. L'enfant blonde avec le... Elle a un petit chat. Ouais, c'est... Je la vois pas, mais... Et donc, elle appelle pour savoir s'il accepte de monétiser la vidéo parce que ça pourrait générer des revenus. Et là, Christian, il comprend de quoi il s'agit. D'autant que là, il vient de recevoir une vidéo des 2 mecs du marketing qui sont en train de faire un cri de guerre pour s'auto-congratuler. Donc, eux, ils sont super contents, mais pour Christian, c'est la panique. Cut, on a un écran noir avec un gros compte à rebours qui passe de 11 secondes à 10 secondes. Puis on a un plan sur une petite fille blonde dans une couverture miteuse en train de pleurer. En fond, on a du Bach. Là, c'est vraiment le morceau de Bach classique. C'est plus Bobby, il est parti. C'est un air triste de Bach. Le compte à rebours défile. On voit la petite fille qui entre dans le carré.
Elle a arrêté de pleurer, elle marche au ralenti avec un petit chaton dans les bras. Oui, comme sur la C'est photo. vrai qu'ils ont introduit le chaton, ça fait toujours des vues en plus. C'est vrai. Et là, le compte à rebours atteint 0 et la petite fille explose. Donc c'est ça la vidéo qui a fait 300 000 vues. Il est loin le carré de la bienveillance. On arrive dans les bureaux du musée. Il y a l'équipe de Christian, avec notamment Michael, qui sont en train de lire les commentaires de la vidéo, et c'est principalement des gens indignés, donc ils reçoivent des menaces de mort, etc. Et eux, enfin, l'équipe de Christian, ils se marrent un peu, ça les amuse, eux, mais bon, Christian, lui, il est un peu en panique. Il débarque dans le musée avec ses 2 filles et les sacs de course, et il a rendez-vous avec la grande chef. Et là, ça se marre beaucoup moins. La chef dit qu'ils vont perdre des sponsors. Elle lui dit notamment Baby Bjorn, la marque de couche, vous pensez qu'ils vont vouloir sponsoriser ce le bébé truc exploser. Ouais. Elle dit je vais assister à une réunion du conseil. Il va falloir que tu acceptes les décisions qui seront prises. Ok. Voilà, elle n'en dit pas plus. Bon, ça pue du cul quand même Ça pue un peu du cul pour Christian. Je pense que Christian, il va devoir chercher un autre travail bientôt. Ouais, peut-être. En attendant, Christian, là, il a une soirée professionnelle, une soirée un peu mondaine. C'est les Beatrix Hubertus Art Awards, encore des awards. Et on le voit au photocall avec 2 vieux qui sont certainement des pontes du monde de l'art. Puis ils arrivent dans une grande salle de réception avec une centaine de personnes en tenue de soirée, à des tables, costard, nœud pape, vraiment soirée très très mondaine. Christian, il rejoint sa table où il y a déjà Domi. Donc il y a tout le gratin du monde de l'art à cette soirée. C'est la fameuse image qu'on a sur l'affiche française. Ouais. C'est ça. Et là, il y a quelques lumières qui s'éteignent et on entend une annonce au micro qui dit « J'en appelle à votre plus grande prudence durant cette performance. Bientôt, vous allez être confronté à un animal sauvage. Si vous montrez que vous avez peur, l'animal le sentira. Si vous essayez de vous enfuir, l'animal vous pourchassera. Mais si vous restez complètement immobile, l'animal pourrait ne pas remarquer votre présence et vous pourrez vous cacher dans le troupeau en sécurité, sachant que quelqu'un d'autre sera la proie. » C'est une œuvre de Domi, ça, ou c'est pas une œuvre de Domi? Non, Domi, il est dans Domi, le public. Ouais. On sait de qui est cette œuvre? On va savoir très bientôt. Les lumières se rallument et là, on commence à entendre des cris de singes au loin. Okay. Les gens, ils commencent à se marrer, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et là, on voit un mec débarquer, torse nu. Mec de l'affiche française. C'est le mec de l'affiche. C'est Terry Notary, avec une béquille à chaque bras. Il est là. Et cet acteur, c'est un mec qui joue, qui fait beaucoup les singes dans les films américains. C'est lui qui a fait King Kong. King Kong, il fait souvent de la motion capture parce qu'il maîtrise très bien les mouvements des singes. Et donc là, il danse dans ce film. C'est fou. Il joue un artiste qui fait le singe. C'est lui l'artiste? C'est lui l'artiste. D'accord. Donc les gens, ils voient le mec débarquer, ils se marrent. Et là, le mec commence à déambuler dans la pièce en faisant le singe. Il fixe des yeux un peu certaines personnes qui essaient de rester immobiles, comme on leur a dit. Il passe de table en table, il touche un petit peu les gens, il se met à pousser des cris, les gens se marrent. Et là, il commence à fixer des yeux Domi. Aïe. Et il met des gros coups de béquille sur le sol, très fort. Et il arrive au niveau de Domi et il lui hurle dans les oreilles. Donc dans un premier temps, ça fait marrer Domi, mais le mec, il s'acharne vraiment sur lui, il le lâche plus. Il commence à lui mettre un doigt dans l'oreille, il lui met une serviette sur la tête. Donc Domi, il essaie de... Domi, c'est l'humiliation, là. Il essaie de donner le champ. Non, il fait comme s'il de rien n'était, il prend un verre, il boit dedans. Là, le singe, il lui balance le verre, il lui éclate son verre dans l'assiette. Il commence à être un peu violent. Là, Domi, il est saoulé, il se lève, il dit à l'homme singe de se barrer. Et là, l'homme singe, ça le rend fou. Il tape super fort sur le sol avec ses béquilles, il hurle. Il intimide vraiment fort Dominique, ça commence presque à en venir aux mains. Et là, Dominique, il en a marre, il se barre. Ok. Il quitte la salle. Le singe le poursuit pas? Non. Enfin, un petit peu, mais Domi, il monte dans l'escalier, il se met. Mais tout ça, c'était organisé, c'est un happening, non? Domi, il fait pareil, il est dans le coup. Domi, je pense qu'il n'était pas dans le coup. Non. Ah ouais? Non, c'est vraiment l'œuvre de ce gars-là. Ok. C'est la performance de ce gars-là. Et d'ailleurs, Christian, il sent que ça commence à aller un peu loin, ce truc. Et donc, il se lève, et apparemment, c'est lui le host du truc. Et il dit, on applaudit très fort l'artiste Oleg Rogin. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et tout le monde se met à applaudir. Mais Oleg, il n'est pas content du tout. Il se remet à pousser des cris de singe très, très fort. Et mettre des coups de béquille. Il a switché, Oleg. Oleg, il a brillé. Christian, il essaie un peu de reprendre le contrôle, mais le singe, il balance ses béquilles et il regarde Christian dans les yeux avec un air super méchant. Et Christian,
Il reprend sa place tranquillement à la table et il laisse Oleg continuer sa performance. Qui recommence à déambuler dans les tables comme au début, mais il est plus voûté comme ça. Il fait un peu vraiment une bête sauvage là, vraiment. Ok. Et là, tu vois que vraiment l'ambiance a changé dans la salle. Tout le monde est comme ça, penché sur son assiette. Tout le monde a peur. Plus personne moufte. Et là, il y a un téléphone qui sonne. Lequel? Et c'est pas celui de Christian. Ah. C'est celui d'une femme qu'on connaît pas. Aïe, aïe, aïe. Et ça va attirer l'attention De la bête d'Oleg. sauvage. Ouais. Et cette femme a un foulard. Et Oleg, il va vers elle et il commence à tirer son foulard. Il l'étrangle. Il la tire vers l'arrière avec son foulard. Et là, à la table, il y a un mec qui réagit. Il repousse le singe. Et les gens de la table se barrent. Et ils arrivent à se tirer de ce bourbier. On peut appeler ça comme ça, clairement. Et là, le singe, il est fou furieux. Il se met à hurler et il monte carrément sur une autre table. Et là, plus personne ne bouge. Donc là, on a un plan vraiment sur la table. C'est le plan de l'affiche française du film. Et là, Oleg, il commence à s'intéresser à une jeune femme qui est assise à la table, au bout de la table. Et elle est complètement pétrifiée. Elle bouge pas. Il s'accroupit devant elle. Il lui sourit. Il commence à lui caresser la joue. Et la fille, elle est pas bien. Elle rigole nerveusement. Et tout en rigolant, elle dit « Au secours, au secours ». Enfin... Trop drôle. Ouais. Donc, comme elle rigole, personne, et peut-être pour plein d'autres raisons, personne ne réagit. Et là, le singe commence à lui attraper les cheveux et lui renifler les cheveux. Et elle continue à rire nerveusement, tout en continuant à appeler à l'aide. Ouais. Et elle dit même « Frédéric, aide-moi ». Donc là, elle mentionne quelqu'un, comme au début du film, quand Christian s'est fait le alpaguer. miroir, comme on l'appelle. Mais Frédéric, on ne le voit pas, il est hors champ. On s'est rapproché. Frédéric s'est barré. Dans la mise en scène, voilà, Frédéric n'est plus là. Absolument personne ne réagit. Et là, le singe bondit de la table, il tient toujours la fille par les cheveux, il la tire par derrière, il la traîne par terre, il commence à lui arracher ses vêtements. Ça dure quelques secondes, mais ça paraît interminable dans la scène, c'est horrible. Et là, il y a enfin un mec qui réagit. Un mec plutôt âgé d'ailleurs, on ne sait pas si c'est Frédéric ou quelqu'un d'autre, mais il repousse le singe et il commence à lui foutre des coups de poing. Et là, il y a un deuxième mec qui débarque pour frapper le singe aussi. Et là, il y a une dizaine de mecs qui débarquent, qui se mettent à tabasser le mec. Et cut, c'est la fin de la scène. Donc on ne sait pas ce qu'il adviendra de Oleg, mais peut-être qu'il va se faire peut-être tuer pendant ce truc. Okay. C'est laissé à l'imagination du spectateur. Ok. Donc ça, c'est vraiment une scène, effectivement, qui prend tout son sens au cinéma parce que tu te retrouves un peu dans le public, coincé, dans la situation des gens dans la salle où au début, tu t'es amusé par le truc. Et petit à petit, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? En fait, tu vois un truc de plus en plus malaisant. Et puis, tu te projettes aussi d'autant plus facilement parce que comme tu es spectateur, tu pourrais aussi faire partie des spectateurs qui sont là et te demander qu'est-ce que je ferais ? À quel moment j'interviens pas ? Ouais, tu es en état de sidération, un peu comme... Et puis, tu es un peu en communion avec les autres gens qui sont en sidération dans la salle. En tout cas, moi, c'est une expérience... Enfin, j'ai peu d'exemples de films où je me suis dit vraiment, c'est un truc que j'ai jamais ressenti au cinéma, ce truc d'être carrément projeté dans le film, quoi. Toi, est-ce que tu as des exemples de films où tu t'es dit, c'est vraiment une pure expérience de cinéma Physique ? Ouais. J'ai un souvenir d'un film que j'avais vu à Cannes, d'ailleurs, qui s'appelle Le Fils de Saul, où vraiment j'ai eu l'impression d'être physiquement emporté dans le film, parce que dans son traitement du son, dans son traitement de l'image, ça m'avait... Et puis dans son sujet... Ouais, tout le film, c'est un plan serré sur le personnage principal. Ouais, qui se passe dans les camps, du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et même le traitement du son est très, très, très particulier. Et ouais, je me suis... et puis je pense que j'ai pas parlé pendant 45 minutes en sortant. Vraiment, ça m'a marqué, quoi. Toi, David, tu as des expériences mémorables comme ça moi, alors, c'est marrant, c'est sur une autre Palme d'Or que j'ai vue au cinéma en salle classique. Et c'est 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Ah oui. Et en fait, il y a un truc très précis à un moment dans le film. Donc, c'est un film roumain sur une femme qui aide son ami à se faire avorter. Et le mec qui procède à l'avortement est une ordure et demande des relations sexuelles en échange du truc. Bref. Et un peu plus tard dans le film, le personnage principal, donc celle dont l'ami s'est fait avorter, va retrouver son copain. Et en fait, elle a un dîner avec sa famille. Je crois que c'est sa famille à elle. Et à un moment, ils vont s'isoler dans la chambre pour elle veut lui avouer en fait ce qui s'est passé et lui expliquer justement pour retrouver
avoir quelqu'un qui la soutient. Et à un moment donné, la mère vient, ouvre la porte et en fait rentre dans l'intimité du coup de ce couple. Et en fait, j'ai ressenti à ce moment-là une sorte de choc émotionnel où en fait, à la fois, je me suis senti attaqué dans mon intimité parce que j'ai l'impression d'être avec eux et dire mais faut pas rentrer à ce moment-là. Enfin, ça m'a choqué. Et tout de suite, en même temps, j'ai la réalisation de mais attends, mais qu'est-ce que moi j'étais en train de foutre à regarder l'intimité de ce couple, quoi. Et donc je me suis rappelé aussi à ma condition de spectateur. Ouais. Et c'est un truc que j'ai jamais ressenti à ce point-là au cinéma, où d'un coup tu te dis putain, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire de regarder un film en fait, c'est Oui, c'est les cas où en fait sortir du film, ça participe du film finalement. Ouais. Et vraiment, j'ai un choc, mais qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué, quoi. Et toi, t'as des souvenirs de... Bah pas Genre tant en de- fait. ouais. Mais en fait, je me disais finalement, c'est surtout les comédies où tout le monde rit en même temps qui sont les pures expériences de cinéma pour moi. Vraiment les films que j'aime bien voir en salle, c'est surtout les comédies parce qu'il y a cette espèce d'effervescence. Enfin des films où je ris pas forcément. Moi, je suis pas un gros rieur de toute façon. T'as jamais eu une expérience vraiment de fou rire au cinéma en communion avec toute la salle? Si, mais justement, quand je suis dans une salle, Ok. je ris plus. Cela dit, l'autre jour, j'étais en train de faire du montage sur 40 ans toujours puceau et j'ai eu un fou rire tout seul pendant 5 minutes. La scène où Steve Carell fait semblant qu'il a déjà couché avec des filles et il décrit comment ça fait. Il dit c'est comme des sacs de sable. Bref, on s'éloigne un petit peu de The Square et de Oleg, donc on va revenir. D'ailleurs, Oleg, il est inspiré Les ampoules, ouais. Ouais, pardon. aussi. C'est les Désolée, ça fait ampoules. 10 minutes que j'ai envie de la faire. Mais c'est aussi inspiré d'un vrai gars, un vrai artiste qui s'appelle Oleg Kulik, un artiste russe qui fait aussi ce genre de performance, mais lui en homme-chien. Ah oui. Et lui, pour le coup, il est complètement à poil. Et ça lui est déjà arrivé de mordre un spectateur. Donc, c'est pas de la fiction, en fait. Yes. Mais bon, on en avait terminé avec la performance d'Oleg. Donc, on va retrouver Christian, lui qui sort de sa voiture donc à la fin de cette funeste soirée avec ses 2 filles. Il pleut, ils sont trempés. Lui est toujours en Elles costard. étaient pas là, les gamines, à la soirée. Bah, il a dû les laisser quelque part, mais... Il les a laissées dans le square, peut-être. Ouais. Avec moi, ses clés, son j'étais téléphone. pas dans la salle, il y avait peut-être une garderie pour les gens, les invités au truc. Mais en tout cas, il est toujours en costard, donc clairement, il sort de là. Ils arrivent dans leur immeuble, et là, il y a quelqu'un qui les attend dans la cage d'escalier. Ah ben, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Ouais. Qui, On sait pas ce qu'il est advenu de Michael, d'ailleurs. Bah, on n'a pas vu, mais peut-être que probablement il a fini par filer l'adresse de Christian, ouais. parce que finalement, il n'a pas trop d'autres moyens de l'avoir, le gars. Donc, il a peut-être balancé Christian, ouais. Donc, c'est le gamin qui vient donc demander des comptes sur l'affaire de la lettre. Ok. Christian dit à ses filles de monter, il n'en a pas pour longtemps. Le gamin redit à Christian que ses parents le prennent pour un voleur à cause de lui et qu'il doit s'excuser. Christian lui dit « T'as rien à faire là, tu dois partir ». Et il monte les escaliers, mais le gamin le suit. Christian lui dit « Je suis désolé que ma lettre ait posé des problèmes, c'était pas contre lui », mais le gamin, il insiste, il veut qu'il s'excuse vraiment auprès de ses parents. Et il continue à le suivre C'est con, il pourrait juste écrire une lettre d'excuse à destination des parents du gamin, et puis ça serait fini. Mais là, Christian, il a pas toute sa tête. Peut-être qu'il est gêné par le bruit que ça fait pour les voisins. En tout cas, le gamin continue à le suivre dans les escaliers en criant. Il arrive au niveau de l'étage de Christian et il y a les filles qui l'attendent sur le palier. Et donc, Christian, il finit par le menacer. Oh, mais là, il perd tous ses points, Christian. Ouais, je pense qu'il flippe pour ses filles, mais il dit « Je compte jusqu'à 3 et si t'es toujours là, je te fous une baffe. » Ah non, mais on fait pas ça. Là, gros downfall de points pour Christian. Fini, Christian. Et le gamin se barre. Bon. Christian ouvre la porte de chez lui, il entend du bruit au rez-de-chaussée. Et le gamin est en train de frapper à la porte de tous les voisins en hurlant. Rappelons qu'on est en pleine nuit. Et que Christian n'aime pas du tout que les voisins soient dérangés. Donc il redescend vers le gamin et il l'attrape pour l'éloigner de la porte, mais il le bouscule un peu fort, le gamin perd l'équilibre et il tombe dans les escaliers. Ah putain, je me doutais, j'ai failli te le dire tout à l'heure et genre je me disais non. Ouais. Là, Christian, c'est fini. Hein. Il n'y aura pas de remontada. Hein. Et là, il y a un plan. C'est Larry David, clairement. Il y a un plan sur Christian. On entend hors champ le gamin qui est en train de pleurer.
Et là, Christian lui redit « rentre chez toi maintenant ». Mais il l'a pas tué. Ça, c'est bien non, déjà. non, il l'a pas tué. Il lui dit « rentre chez toi » et il retrouve ses filles dans l'appartement. Elles sont un peu paniquées parce qu'elles ont tout entendu, en fait. Il fait comme si de rien n'était. Il leur dit « allez vous brosser les dents, c'est l'heure de se coucher ». Elle doit flipper parce que vu que quand l'autre il fait du bruit sur les portes, elles savent qu'elles sont en train de claquer les portes. Elles vont prendre cher. Elles vont morfler, ouais. On a un cut sur la cage d'escalier, le gamin est plus là. Cut sur l'appartement de Christian, les filles sont couchées. Il boit un petit coup de San Pellegrino après tout. Après toutes ces émotions. Et là, il entend un gémissement, puis un appel à l'aide. Il entend « help ». Il sort de son appart, il inspecte l'escalier, il n'y a vraiment personne. Il revient chez lui et il entend à nouveau l'appel à l'aide. Et c'est trop bizarre parce que ça alterne entre help et help me et c'est toujours prononcé exactement de la même manière. C'est une sorte de... Comme si c'était un enregistrement. Un peu, ouais, comme une sorte de bande magnétique qui tourne en boucle. Il essaie de rechecker dehors, mais il n'y a vraiment personne, quoi. Donc c'est sa culpabilité. Potentiellement, c'est dans sa tête, quoi. Et là, Christian, il commence à chercher quelque chose dans ses papiers, mais il ne trouve pas. Il sort de chez lui, il va dans le local à poubelle et il passe des heures à éplucher toutes les poubelles sous la pluie, sur un air de Bobby McFerrin a cappella. Ça faisait longtemps. Et il finit par trouver ce qu'il cherchait. C'est le papier sur lequel il y a le numéro de téléphone du gamin. Il remonte chez lui, donc il est tout dégueulasse. Il a vraiment bien fouillé les poubelles. Il appelle au numéro de téléphone et le numéro n'est pas attribué. Il décide de faire une vidéo. Et donc on le voit faire un long speech face caméra où il s'excuse pour les mauvaises choses qu'il a faites. Il s'excuse de l'avoir traité de voleur. Il s'adresse directement aux parents et leur réexplique toute l'histoire pour innocenter leur fils. Et là, il commence à faire sa propre introspection. Il dit qu'il a été égoïste, qu'il a eu des préjugés, qu'il aurait dû tout simplement frapper aux portes et demander simplement, plutôt que de glisser des enveloppes dans les boîtes aux lettres, que c'était n'importe quoi. Il avoue qu'il avait peur des gens qui vivent dans cet immeuble. Et il enchaîne en disant que ses préjugés en disent beaucoup sur lui, mais plus généralement sur la société. Et là, il commence sa partie un peu en vrille, il fait tout un speech en disant « J'admets mes erreurs, mais c'est la société aussi qui doit faire face à des problèmes structurels bien plus grands. » Il dit « Je connais une des 291 personnes qui détiennent plus de 50% de la richesse mondiale, et un mec comme ça pourrait tout régler en un instant. » Donc on sent qu'il peut continuer des heures comme ça, qu'il est un peu en roue libre, qu'il est reparti sur un speech... Il enregistre la vidéo sincère. Ou il est en direct sur Internet? Non, c'est une... je sais pas, je pense pas. Non, mais je veux dire, si on l'interrompait, la vidéo serait postée ou... Bon, bref, non, je pense que c'est une vidéo. De toute façon, c'est pas à qui va l'envoyer puisqu'il n'a pas le téléphone. Ouais. C'est peut-être pour sa propre conscience, potentiellement. Ah oui, je pensais qu'il allait la foutre sur YouTube. Maintenant qu'il connaît la meuf de YouTube Suède, je veux dire... Mais voilà, donc du coup, il fait son truc. Clairement, il veut bien endosser ses responsabilités individuelles, mais dès qu'il peut la diluer dans un grand discours sur les inégalités, c'est quand même plus pratique. Ah oui. Donc on a un cut avant même qu'il termine la fin de sa vidéo. On sent qu'il va partir plus loin. On a un plan sur Anne, chez elle, qui essaie de contacter Christian, mais qui tombe sur son répondeur. Cut, on est de retour au musée où se déroule une conférence de presse à propos d'une certaine vidéo qui circule sur Internet. Et c'est bien sûr Christian qui mène cette conférence de presse. Et il explique qu'ils ont reçu un nombre massif de messages indignés en réponse à cette vidéo. De l'enfant qui explose. De l'enfant qui explose, c'est ça. Il dit « Le clip a été diffusé par erreur, je suis désolé de tout ça, mais c'est mon rôle de superviser toutes les communications. Donc, en accord avec le conseil, je démissionne de mes fonctions. » Ok. Et il y a quelqu'un dans le public qui demande « Mais au fait, c'était quoi finalement cette exposition ?» Parce que finalement, ça n'a pas du tout fait parler de l'exposition. Et là, Christian, il refait son petit speech sur le carré, donc il a bien rodé. Et les gens de la salle commencent finalement à s'intéresser à l'exposition qui a lieu, parce que finalement, c'était l'arbre qui cachait la forêt, le truc. Et donc, Christian est un peu plus dans son élément et répond à des questions de manière un peu plus sereine. On cut chez Christian, et là, il est en t-shirt, en habit du dimanche, mais c'est peut-être la semaine parce qu'il est clairement au chômage. Il lit le journal. Et dans le journal, il y a 2 pages sur le scandale de la vidéo. Et un peu plus loin, il y a 2 pages sur l'exposition qui a été l'objet du scandale. Donc finalement, il y a quand même eu un effet. Ça a marché. Il y a eu de la pub pour l'exposition. Et on retrouve Christian avec ses filles en voiture. Elle demande où ils vont. Il dit « Je vais vous le dire très bientôt ». À ton avis? Ils vont à l'immeuble pour aller retrouver l'enfant et ses parents. On les retrouve en bas de l'immeuble où il a déposé les lettres.
Il se gare sur le parking. Il plante pas la Tesla cette fois. Il a plus de Tesla peut-être. Si c'est la Tesla, ouais. Non, il n'a pas revendu sa Tesla encore. Et il demande à ses filles si elles se souviennent du garçon de la cage d'escalier. Il leur dit qu'il vit là et qu'il doit lui parler. Elles veulent l'accompagner, donc ils montent tous les trois dans l'immeuble. Christian, il frappe à une porte, n'importe laquelle. Quelqu'un ouvre. C'est un mec d'une 50aine d'années avec une moustache et une queue de cheval. C'est pas le gamin. C'est pas le gamin. Christian lui demande s'il n'a pas reçu une lettre affirmant qu'il a volé un portable ou un portefeuille. Le mec, il voit pas de quoi il est question. Il dit que c'est peut-être son ex-femme qui l'a lu parce qu'elle passe de temps en temps pour relever le courrier. Christian demande s'il connaît un gamin de 10 ou 12 ans avec des cheveux très noirs qui vit dans l'immeuble. Et le mec répond « Oui, mais ses parents ont déménagé. » Et il sait pas où. Donc voilà, Christian a l'air super déçu. Bah ouais, on le comprend. Ouais, finalement, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il repart dans sa voiture avec ses filles. On voit la voiture rouler dans un tunnel. Le même tunnel que Christian avait emprunté avec Michael, avec Justice à fond. Là, c'est le jour, l'ambiance est plus paisible. Il y a la plus jeune des filles qui joue à un jeu vidéo à l'arrière. Elle lève la tête pour regarder son père. On voit ce qu'elle voit, on voit le plan subjectif. On voit Christian de dos, il dit rien, on ne sait pas trop où il en est. Et en fond sonore, c'est pas Justice, c'est Bobby McFerrin. Ah. Et on a un cut au noir, le générique défile sur une impro incroyable de Bobby McFerrin. Et c'est la fin. D'accord. The Square. C'est marrant, j'imaginais pas trop que ça allait se terminer comme ça. Ouais, t'aurais imaginé quoi en tant que scénariste? Oh là. Bah, s'il y a bien une question à laquelle tu peux pas répondre, c'est comment se termine ce film de Ruben Östlund, parce que c'est vraiment... Même s'il y a quand même des bases de scénario qui sont très intégrées dans son cinéma, c'est quand même des formats assez... C'est vrai. C'est sûr. Combien de points tu donnes à Christian à la fin du film? T'es parti plutôt... Non, mais en vrai, il repasse neutre, Christian. Enfin, je veux dire, il fait quand même les choses pour essayer, en tout cas, de corriger. Après, est-ce qu'il les fait pour sa propre conscience? Est-ce qu'il les fait parce qu'il a compris quelque chose? De ce que vous me racontez, en tout cas, parce que j'ai une fois de plus... Oui, alors après, peut-être que moi, j'ai lu des trucs parce que j'ai ma vision du film, et du coup, moi, j'ai pas tout raconté du film. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ouais. le podcast. C'est, pour le coup, je suis sûre que... c'est un cinéma typique, tu le fais raconter, je pense, par deux personnes différentes, et je suis pas sûre que ça donne la même chose, même si tu as essayé d'être neutre et on peut plus maximum, objectif, quoi. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, je pense que je le regarderai à un moment. Je suis assez curieuse de voir, parce que moi, je me suis imaginé plein de trucs avec mon univers visuel et aussi celui qui se construit par rapport aux 4 images qu'on a là, quoi. Mais je serais assez curieuse d'aller le voir, le film. Ouais, je te le recommande chaudement, et en plus, c'est vraiment très riche visuellement aussi, donc tu n'as vraiment qu'une partie de ce qu'est The Square. Je trouve que l'acteur, en tout cas sur cette photo, l'acteur qui joue Christian, on dirait un peu un Jean Dujardin jeune suédois. Il est super bien casté parce qu'il peut être à la fois très très marrant et à la fois très très classe. Toi, David? Moi, ça m'a refait réaliser que je trouve vraiment très drôle, en fait. L'aspect comédie, moi, il y a plein de trucs qui me font beaucoup marrer en fait, il joue sur des cordes. Alors, en plus, dans le film, c'est amplifié par rapport à la manière de le raconter, mais il y a toute une notion de timing, à la fois sur des durées de malaise et sur des trucs de timing comique qui fonctionnent bien. Et ouais, il y a plein de situations où on est... en fait, sur la brèche, en fait, entre ce que tu es censé faire, ce que tu es censé être, de ce que tu fais mine de faire pour donner le change. Enfin, il y a beaucoup de choses sur les non-dits que je trouve sont de la très bonne matière de comédie, quoi. Et ouais, moi, ça m'a beaucoup fait marrer de réécouter le film raconté comme ça. Ouais. Ça m'a donné envie de le revoir aussi. Ouais, moi je l'ai revu plusieurs fois, et c'est vrai que les gens qui n'ont pas aimé le film trouvent que le personnage est vraiment antipathique, alors que pour moi c'est un film qui vraiment est empathique envers vraiment tous les personnages, essaie de se mettre dans la position de tous les personnages, dans la situation où ils se trouvent, de prendre vraiment la situation avec l'émotion du moment, la panique du moment et tout. Et en fait, moi je me considère pas meilleur que Christian, je ne considère pas que j'aurais fait mieux que lui dans aucune scène. En fait, les traits sont parfois un peu tirés, mais ça renvoie au fond de médiocrité qu'on a sûrement un peu tous. C'est ça, ouais. Mais qui était aussi une des thématiques de ce qu'on m'a raconté de Snow Therapy, non? Oui. Un petit peu. Oui.
Où qu'il y a peut-être moins dans Sans filtre. Plus outrancier dans ce Note Thérapie, où c'est vraiment un événement particulier. Oui, qui catalyse ça, mais c'est peut-être plus classique dans la forme aussi, ce Note Thérapie. Ouais, et il y a quand même, je pense, un truc avec le masculin, quoi, dans tous ces films, et que c'est quand même plus... Tu vois, notamment la relation qu'il a avec Michael, et quand Christian et Michael s'engrainent à faire des trucs, mais en fait, ils n'ont pas le courage de le faire et tout. Et en fait, ça, c'est quand même des marqueurs dans lesquels, je pense, les spectateurs hommes sont plus censés se reconnaître. Et je comprends que en tant que femme, quand tu vois le film, tu peux dire... Oui, les hommes sont souvent médiocres, ça je sais, mais est-ce que j'ai envie... non, mais tu vois... Waouh. Non, mais... Flash news. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est un truc... Pour moi, c'est vraiment du cinéma de remise en question. Mais du coup, je comprends que un regard féminin peut se dire, bon, est-ce que moi, ça m'intéresse, ce truc je sais pas. Alors que les hommes qui rejettent fortement son cinéma... Attention, ça va dénoncer. Est-ce que tu penses que c'est des gens qui portent des doudounes sans manches? Non, mais je sais. En fait, c'est marrant justement, parce que... je pense que Ruben Östlund ne méprise pas les gens qui ont des doudounes sans manches. Je me demande si lui, il porte pas des doudounes sans manches aussi. Non, mais tu vois, et de toute façon, justement, la question de la doudoune sans manches, c'est un vrai truc, parce que c'est un marqueur social. C'est-à-dire que quand tu présentes tout à l'heure quand tu as présenté tout à l'heure les personnages aux doudounes sans manches, c'est pas pareil si c'est des communicants ou si c'est des manutentionnaires qui installent... Ah non, mais évidemment, mais tu vois, je parle plus non, de mais bien sûr, ouais. mais justement, et donc il est très conscient de ça. Il est conscient de qu'est-ce que un vêtement dit d'une personne, de qu'est-ce que tel comportement, et beaucoup de choses sur les non-dits, quoi. Et donc c'est un cinéma qui, je trouve, qui est d'une richesse très importante. J'ai l'impression qu'il a une distance aussi avec ses personnages, avec ce qu'il raconte. C'est-à-dire que de la même façon où vous disiez qu'il n'était pas dans le jugement forcément, qu'il avait quand même un sens de la comédie aussi. Mais c'est vrai que vu qu'il aime bien placer ses personnages, de ce que vous me racontez en tout cas, et de ce que j'ai vu dans Sans filtre, dans des situations un peu extrêmes aussi. Je pense que c'est une façon de les éprouver différente. Ça te permet d'être moins dans le jugement, en te disant, ce personnage qui pense savoir des choses, qu'est-ce qui se passe quand je le mets dans telle situation où ça va complètement remettre en question aussi ce qu'il est. Et ce qu'il, lui, il a un discours sur les choses, et son discours n'est pas forcément... et de la même façon, tu vois, sur le personnage de Christian, tu te demandes... en réalité, c'est pour ça que je posais la question de la façon dont on me l'a raconté, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question. Après, la remise en question est-elle uniquement pour s'auto-rassurer et être dans quelque chose de confortable dans sa vie, etc. Ou est-elle vraiment profonde? Et est-ce qu'on ne sait jamais d'ailleurs, la part de l'un, la part de l'autre? Mais pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'a pas peur, en tout cas, de pousser ses personnages dans des situations ou dans des retranchements absurdes. Après, il travaille beaucoup sur l'absurde aussi, justement. Donc, je trouve ça intéressant, cette espèce de vision très, très externe et en même temps amusée. Et parfois tendre aussi, selon les films, quoi. Et tu poses la question de est-ce qu'il est sincère ou pas quand il fait sa rédemption et tout. Et en fait, c'est aussi la question du film. Est-ce que tu lui fais confiance ou pas quand il s'excuse? Et en fait, c'est aussi le choix que toi, tu fais en tant que spectateur, de lui accorder le bénéfice du doute ou pas. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait, la scène que tu racontes à la fin, c'est pas une vidéo qu'il est en train de faire et en train de mettre en ligne, médiatiser, commercialiser. Et il le fait devant ses filles parce que ses filles sont avec lui, mais il a aucun intérêt. Alors, ses filles sont couchées à ce moment-là, donc il est vraiment tout seul dans son salon à faire sa vidéo. Quand il fait la vidéo, oui, non, mais je veux dire, quand il va dans l'immeuble avec ses filles à la fin, il n'a plus aucun intérêt à déconstruire quoi que ce soit et à s'excuser. Il s'excuse plus aux yeux de qui que ce soit. Il y a plus de dispositifs vidéo. Il y a plus de. Ses filles, elles veulent venir avec lui, mais elles sont pas non plus obligées d'aller assister à ça. Oui, d'ailleurs, au départ, il leur dit attendez dans la voiture. Tu vois, ça c'est intéressant pour le coup scénaristiquement, c'est que s'il leur dit d'attendre dans la voiture, c'est qu'il a pas envie forcément qu'elles soient témoins. Il le fait pas pour le faire devant elles. Et du coup, le fait qu'il y aille de cette façon-là dénote quand même une volonté du personnage. D'aller plus loin en tout cas dans la remise en question dans sa remise en question, et d'aller s'excuser sincèrement sans en faire un outil de communication, sans en faire sans aucun dispositif qui est juste il y a plus de lettres, il y a plus de vidéos, il y a juste un mec qui tape à une porte pour aller s'excuser. Donc
dans l'idée, ça pencherait quand même plus vers la sincérité d'un personnage à la fin de ce que vous me racontez, évidemment. Et aussi, il y a un truc, c'est moi, en réécoutant comme ça le film raconté, c'est je le trouve assez clairvoyant sur des choses où il y avait déjà pas mal de signaux sur l'évolution de la société, mais notamment, il est pertinent sur les réseaux sociaux, sur le rapport aussi sur les classes dominantes, sur plein de trucs qui se sont amplifiés à fond dans les dernières années. Et entendre ça, tu te dis, c'est pas du tout à côté de la plaque, en fait, sur le témoignage de la société contemporaine. Ouais. Une troisième, Palme d'Or, dans l'avion. À l'avion, je suis chaud là. Mais ça, c'est bientôt, c'est tourné, on sait. Il y a le casting qui est annoncé, j'ai oublié qui c'était dedans, mais je crois que c'est en tournage. C'est un gros casting, c'est avec un casting international. Donc on le racontera peut-être dans 3-4 ans. En attendant, c'est la fin de cet épisode de Calmos le podcast. Merci de l'avoir écouté. On te remercie chaleureusement, Julie, d'avoir été notre invitée. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux. On remercie également Axel à la technique. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou un like sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Si vous n'aimez pas liker ni commenter, vous pouvez aussi nous donner de l'argent sur tipeee.com/Calmos. Au passage, on remercie encore tous nos tipeurs qui ont décidé de nous soutenir sans qu'on ait eu besoin d'entrer dans un carré lumineux bizarre pour signaler qu'on avait besoin d'aide. Nous, on revient dans 15 jours pour se raconter un nouveau film. Entre nous, peut-être avec un nouvel invité. Donc, on vous dit à très bientôt. Bye bye. Salut.